Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être venus si nombreux. Je dis ça puisqu'il semblerait qu'il y ait quelques événements qui aient empêché un certain nombre de personnes de venir jusqu'ici, mais je suis très heureux de voir qu'il y a notamment beaucoup de jeunes femmes dans cette salle, et j'espère que vous raconterez aux malheureux qui n'ont pas pu accéder jusqu'ici ce qui va se dire pendant 1 heure et demie, parce qu'il y a énormément de choses très intéressantes, et on va enfin sortir de débats comme celui sur les retraites en ce moment, pour aller dans des débats qui sont... Même si, nous dira Chiara Corazza dans un instant, même si, effectivement, on peut le relier d'une certaine façon. Alors, on va tenter pendant 1 heure et demie de résoudre une forme de mystère, tout en étant très positif, en permanence, qui est de comprendre pourquoi les femmes ont le cerveau largement aussi bien fait. Certaines diront mieux fait que celui des hommes, et pourquoi elles sont 50% en terminale S, et pourquoi ensuite en classe prépa ou en école d'ingénieur elles ne sont plus que 30%, et pourquoi les femmes sont sous-représentées ensuite dans ce beau métier d'ingénieur. On va parler de l'image, on va parler des stéréotypes, on va parler de l'intégration dans l'entreprise, on va parler de l'orientation, bien sûr, qui est mentale, et on va essayer justement de se tourner vers l'avenir qui sera forcément féminin pour ce beau métier. Je suis ravi d'être avec Chiara Corazza, que vous connaissez tous, directrice générale du Women's Forum, et vous avez été chargée de travailler sur un rapport sur les femmes et la science. Vous allez nous en parler parce que c'est un vaste sujet, et vous avez pris le taureau par les cornes, si vous me passez l'expression, il y a déjà 2 ans environ. Ce siège ne restera pas vide longtemps, mais Céline Calvez, qui est députée des Hauts-de-Seine, est en ce moment dans les embouteillages. Elle va nous rejoindre d'ici quelques minutes. Elle a, et vous la connaissez très bien, énormément de choses à dire, elle aussi. Nicolas Jachier, vous êtes président de Syntac Ingénierie, qui nous accueille ici, qu'on remercie. Et vous... Vous l'avez été, voilà. Eh bien, le titre de président reste à vie, donc je vais décréter que vous êtes toujours, d'une certaine façon, président de Syntac Ingénierie, et vous dirigez Egis, et donc on parlera de cette belle société dans laquelle vous faites une place importante aux femmes ingénieurs, c'est très important. Salomé Senkaisen, vous êtes en quelque sorte, pardon de le dire comme ça, mais notre sujet témoin, puisque vous êtes une femme, ça n'aura échappé à personne, et vous êtes ingénieur chez Arcadis. Vous témoignerez de cette image, de ces stéréotypes, et puis de votre intégration dans cette société, puisque vous êtes une ingénieure de terrain, c'est-à-dire que vous passez quand même pas mal de temps sur les chantiers. Donc voilà. Franck Young, merci d'être avec nous également. Vous dirigez l'école d'ingénieurs de la ville de Paris. Pareil, vous faites, je crois, la part belle aux femmes. Vous allez nous expliquer comment on fait pour peut-être davantage les attirer, et comment on fait pour s'assurer ensuite que l'égalité homme-femme qui tombe sous le sens est bien respectée. On va commencer avec vous, Chiara Corazza, parce que vous allez devoir nous quitter à 18h, donc on va profiter de vos lumières, mais vous avez d'autres obligations. C'est déjà extrêmement gentil de prendre le temps d'être avec nous. D'abord, en quelques mots, pour vous qui travaillez sur cette question depuis un moment, d'où vient cette image un peu répulsive du métier d'ingénieur chez les femmes, et qu'est-ce qu'on peut faire, puisque effectivement on va se pencher sur des solutions positives. Alors, merci beaucoup de me donner la parole. Alors, moi, je voudrais d'abord vous dire pourquoi on s'intéresse à ça. C'est que quand je suis arrivée à la tête du Women's Forum il y a 3 ans, presque 3 ans, j'avais pendant plus de 40 ans, parce qu'on parle de retraite, moi, ça fait 42 ans que je travaille, toujours essayer de voir comment on pouvait être efficace dans la société, dans l'économie, dans l'attractivité, attirer des investissements, etc. Et quand je suis arrivée à la tête du Women's Forum, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait juste, on oubliait une chose, c'est qu'on n'était pas là où on pouvait vraiment transformer les choses. Et si on n'est pas là où on peut transformer les choses, c'est parce qu'on n'a pas forcément les mêmes outils que les hommes pour y être. Et donc, en fait, on a commencé à... Donc, tout le monde connaît le diagnostic et autres, vous connaissez tous ces chiffres, mais on se rend compte que dans disrupted world, comme on dit en bon français, qui change extrêmement vite, c'est pas la peine d'être une nurse, il faut être celle qui invite les robots qui va la remplacer. Et ça, on n'y a pas pensé. Donc, on s'est mis à travailler là-dessus. On a choisi 5 thèmes sur lesquels on a pensé que les femmes étaient les plus impactées, y compris par ce monde en pleine évolution, donc robotisation, automatisation, etc., changement climatique. Et donc, on a choisi 5 thèmes, et vous verrez qu'ils sont complètement liés à ce qu'on est en train de dire. 1, changement climatique. Vous savez que les femmes sont 80% des réfugiés,
c'est-à-dire que celles qui souffrent le plus du changement climatique, et pas que de la sécheresse et des inondations. 2, nous mourons, nous les femmes, 14 plus que les hommes. Nous ne sommes pas au table des négociations, nous ne sommes que 20% des ministres, 25 maires dans les plus grandes villes, etc., etc. Donc nous ne sommes pas là, on a le pouvoir de décider et de faire. Pire, on n'a pas accès au sol, 1% des sols propriété des femmes alors qu'elles sont 40% dans l'agriculture, etc., etc., etc. Donc, comment les femmes en jeu? C'est lié. Ne m'interrompez pas, vous verrez, c'est lié. Certainement pas. Deuxième enjeu, tout ça est complètement... Et alors, combien de femmes dans l'énergie? 18% dans le monde. Donc, on n'a pas de femmes ingénieurs, énergéticiennes, ils ne sont pas là. Donc, ce n'est pas la peine de leur demander d'aller mettre, elles, les solaires en Afrique parce qu'il n'y en a pas. Donc, il faut qu'on augmente le nombre. 2, santé et nouvelles technologies. Combien de maladies que les femmes ont ne sont pas soignées parce que juste on n'a pas pensé que ce type de maladie existait. Vous le savez? Pareil, on meurt beaucoup plus que les hommes parce que tout simplement on ne les soignait pas. Et les nouvelles technologies empirent les choses. Donc les femmes comme moteur de croissance, de progrès pour tous. 3, tout ce qui est l'accès à la finance, l'accès au monde de la finance où en investissant on peut démultiplier et faire. Pourquoi on n'a pas beaucoup de gens de finance? Parce que pareil, la plupart sont liés aux mathématiques, aux ingénieurs, etc., etc. Et puis les 2 dernières, qui sont celles qui sont peut-être les plus liées, mais vous verrez que tout ça fait sens, sont l'intelligence artificielle, avec tout ce que représente en termes de dangers, je dis bien de dangers, si on continue à créer tous les algorithmes par les 82% d'ingénieurs blancs formidables qui existent, mais qui pensent d'une certaine façon et pas d'une autre. Et que donc là, il y a un vrai problème au quotidien pour nous toutes et nous tous. Et puis, bien entendu, le nombre de femmes dans les STEM. Parce que là, il est assez simple, 25% de femmes dans les STEM dans le monde, 53% de femmes qui ne restaient pas dans les entreprises, c'est un problème de nombre. Donc, tout ça est lié. Comment faire en sorte que les femmes aient les mêmes opportunités pour être là où on transforme le monde? Et partant de ce concept, on travaille là-dessus. Et on a été faire beaucoup de lobbying, comme on dit en bon français, auprès des grands de ce monde, que ce soit au G7 au Canada, que ce soit au G20 au Japon, et que ce soit bien sûr le G7 en France, où pour ne rien vous cacher, on a été entendus, beaucoup plus qu'ailleurs. Et donc, en fait, est venue cette idée que si on voulait réduire les fameuses inégalités, qui était le thème principal des G7, il fallait s'attaquer à la source, c'est-à-dire donner les mêmes compétences, les mêmes expertises, les mêmes atouts aux femmes et aux hommes, aux filles et aux garçons, tout au long de leur vie. Voilà le constat, et d'où vient cette idée de loi, qui est une loi économique, parce qu'on parle du métier du futur, même du métier de maintenant. Donc c'est comment faire en sorte qu'on puisse bénéficier pleinement des mêmes opportunités. Loi sur l'émancipation économique des femmes qui est très importante, et on sait que Emmanuel Macron a marqué son quinquennat de l'égalité homme-femme, donc c'est évidemment un sujet dont beaucoup de ministres se sont emparés. Vous travaillez avec ces ministres, on en reparlera dans un instant, et notamment avec Céline Calvez. Je vais vous distribuer la parole dans un instant, je n'aurai pas cette impolitesse, mais on va profiter de la présence de Chiara Corazza. Comment vous travaillez ? Comment vous vous inspirez pour essayer de faire avancer les choses dans notre pays? Et est-ce que notre pays est vraiment à la traîne d'ailleurs? Et là, je reviens sur la question du métier d'ingénieur. Je peux vous donner quelques chiffres qui, moi, me préoccupent beaucoup. 65% des femmes ingénieures en Iran, 60% de femmes ingénieures en Inde, 70% des femmes ingénieures en Arabie Saoudite. Est-ce que c'est les pays où il y a le plus de genre equality? Non. On a un paradoxe. Plus le pays est avancé, Suède, France, États-Unis, les femmes ont le choix, font ce qu'elles veulent et continuent à faire des études les humanités. C'est qu'on appelait autrefois les humanités, qu'on continue à appeler les humanités, et qui étaient justement ce qui correspondait plus aux femmes. Parce que vous savez que dans nos études, on a démontré que 72% des filles entre 10 et 17 ans veulent travailler en purpose, veulent avoir un impact social positif. Leur carrière doit être utile. Je ne dis pas que les garçons ne font pas le même, mais là, c'est vraiment très, très visible. Et donc, les parents pensent que les humanités sont là où on peut faire quelque chose d'utile. Qu'est-ce qu'on voulait faire, nous, quand on était jeunes? Maîtresse d'école pour transmettre, nurse pour soigner, etc. Eh bien, il faut expliquer aux parents que si on veut vraiment avoir un impact positif et être utile, ce n'est qu'en ayant les outils scientifiques
qu'on peut faire la différence. Et donc, je vous donne, c'est aussi un enjeu stratégique. L'Europe a plus d'1 million d'emplois disponibles dans le digital, à pourvoir tout de suite, vous le savez parfaitement en Syntec. Donc des opportunités de travail pour les filles, des emplois bien payés, pour la petite histoire, qui donnent une certaine indépendance, qui donnent une certaine, permettez-moi de le dire, la fameuse confiance en soi, parce que quand vous êtes une astrophysicienne, quand vous êtes une mathématicienne, une scientifique, vous êtes quelqu'un qui sait parler. Alors hier, j'ai eu beaucoup de succès parce que j'ai trouvé un truc à une interview. J'ai dit, quand vous parlez chiffres et pas chiffons, on vous écoute. Et en fait, c'est vrai. C'est quand vous parlez chiffres, on vous écoute. Quand vous parlez chiffons, on vous écoute pas. Donc, c'est une façon de s'affirmer. Et donc, il se trouve que dans les pays où on en a besoin, parce que qu'est-ce qu'elles font les filles en Inde? Je parle sous contrôle de M. Jachet qui passe sa vie en Inde beaucoup plus que moi. Si on ne veut pas être marié à 14 ans, on dit, papa, est-ce que je peux étudier ingénieur parce qu'on me met en computer, elle amène un peu d'argent à la maison, et quelque part, elle ne deviendra peut-être pas la CEO des PepsiCo, mais en fait, elle aura un métier. Donc, elle choisit cela. Et qu'est-ce qu'on fait en Malaisie, où il y a quand même un intégrisme qui arrive de plus en plus? On étude la mathématique, comme ça on devient présidente de la Banque centrale, présidente de la bourse et on domine l'asset management. Ici, on n'y pense pas parce qu'on a le choix. Donc, est-ce qu'on va attendre de ne plus avoir le choix pour être là où il faut être? Eh bien, on va poser la question. Vous avez bien raison de la poser à nos trois intervenants qui sont présents. Peut-être vous d'abord, Salomé, réagissez à ce que vient de nous dire Chiara Corazza. Est-ce que, en effet, c'est parce qu'on a trop de choix en France qu'on va se tourner vers des métiers qui sont classiquement associés aux femmes? Tout d'abord, merci de me donner la parole. C'est bien normal. Donc, je reconnais bien sûr tous les chiffres et toutes les études sûrement qui ont montré tout ce que Chiara vient de dire. Maintenant, je pense que c'est aussi, que les femmes ne se dirigent pas vers le métier d'ingénieur parce que c'est un métier qui est inconnu. Et justement, on ne connaît pas à quel point il est vaste. Et on ne sait pas que pour travailler dans le climat, pour avoir un impact sur l'environnement ou pour avoir tout simplement une utilité sociale, on peut faire ingénieur. Donc, je ne dirais pas qu'il faut contraindre justement les femmes au niveau de leur choix, mais qu'il faut justement leur montrer à quel point le métier d'ingénieur est varié. Elles se dirigeront sûrement plus vers là. Parce qu'actuellement, c'est quoi un ingénieur? C'est un geek, c'est un mathématicien, c'est quelqu'un qui travaille dans le numérique. C'est un métier masculin. Et en réalité, c'est un métier qui est totalement inconnu. C'est pour ça. Et alors, gardez le micro, Salomé, un instant, parce que vous, ce qui est intéressant, c'est que vous ne seriez peut-être pas devenu ingénieur si votre père n'avait pas été ingénieur lui-même. C'est lui, d'une certaine façon, qui vous a poussé. Vous me disiez en préparant cette table ronde qu'au niveau du lycée, personne ne vous avait orienté, alors que vous étiez brillante en sciences, pour le coup. Ah oui, tout à fait. Là, il y a je pense qu'on en reparlera plus tard, mais il y a un gros travail au niveau de l'orientation. On ne nous dit pas, notamment justement pour les gens qui ont des facilités à l'école, donc qui pourraient se diriger vers des filières d'ingénieurs, on ne nous oriente pas justement. On n'oriente pas les gens qui réussissent à l'école. Donc moi, je sais que mon père est ingénieur, il m'a poussé vers une filière scientifique, mais clairement, je n'ai vu aucun conseiller d'orientation. Et ça, c'est triste de le dire. Donc, dans un système où le choix des parents, les conseils des parents pèsent beaucoup sur le choix des enfants, je pense qu'il faut aussi également donner plus de place à l'orientation, mais également former les parents sur la diversité des métiers et tout ce que leurs enfants peuvent faire. Quelques mots de tous les deux, Nicolas Jachier et Franck Young. Nicolas Jachier, peut-être pour commencer, puisque Chiara Corazza vous a interpellé sur l'Inde que vous connaissez bien. Comment on explique cette spécificité française? Et je reviens vers vous, Chiara, après. Oui, j'avoue que j'écoute avec beaucoup d'intérêt ce que Chiara Corazza a dit, parce que ça reste un peu pour moi un mystère quand même, le fait qu'on passe de grosso modo 50% en terminale S à 30% préparation d'école d'ingénieur. Et encore, si on ne prend pas bio, on est à moins. Bon. Alors, peut-être effectivement qu'il y a trop de choix. Peut-être que finalement, en France, les filières d'ingénieurs, c'est des filières de bons élèves. Donc, s'ils ne se posent pas de questions, Je vous interromps un instant, Nicolas Jachier. Merci beaucoup, Céline Calvez, d'arriver avec un retard que l'on comprend forcément. Prenez place. On sait que vous étiez tout à l'heure ensemble à l'Assemblée nationale. Enchanté. On était en train,
pour vous faire en quelques mots un rattrapage de ce qui vient d'être dit. Chiara Corazza a parlé avec la passion qui l'anime de choses que vous connaissez puisque vous en parlez régulièrement toutes les deux. Et je donnais la parole à nos 3 autres intervenants, notamment Nicolas Jachier, sur cet étonnement autour de la faible représentation des femmes dans le métier d'ingénieur en France, alors que, comme vous l'avez très bien dit, en Inde, par exemple, ou en Arabie Saoudite même, en Iran, les femmes sont beaucoup plus importantes en nombre que les hommes. Pardon pour cette interruption. Si vous parliez de l'Iran, une anecdote. Au Congrès mondial de l'ingénierie, une année, la présentation sur le sujet égalité homme-femme a été faite par une ingénieure iranienne. Qui avait dirigé le petit groupe de jeunes femmes et hommes qui ont traité le sujet. Bon, je ferme la parenthèse. Mais... Oui, revenons à la France. Pourquoi est-ce que vous partagez ce que dit Chiara Corazza? C'est-à-dire que c'est parce que les femmes ont plus de choix que dans le fond, elles ne choisissent pas d'aller vers ce métier-là. Peut-être effectivement, il y a des choix de vocation qui se font à la sortie de la terminale S, peut-être plus pour les femmes, mais une proportion plus importante de garçons qui poursuivent une filière bons élèves sans trop savoir ce que c'est que le métier d'ingénieur. Bon, cela étant, maintenant, il faut prendre les choses de façon positive. Il y a tout un travail à faire sur les stéréotypes. Enfin, on l'a dit, on le répète partout. Il y a un travail à faire sur l'image du métier d'ingénieur, expliquer ce que c'est, expliquer l'impact qu'on a sur le monde et l'expliquer dans le secondaire. Parce qu'après, c'est trop tard. Déjà, on est passé de 50 à 30. Voilà. Après, il y a d'autres choses à faire, mais on y reviendra. Mais voilà, cette action au niveau du secondaire, on a déjà fait des propositions en la matière, puis voilà, tout le monde a plein de choses à faire, mais il faut une présentation réaliste, attractive, motivante du métier d'ingénieur dans la population du secondaire, j'allais dire lycée, et même peut-être déjà dès le collège. Franck Young, en quelques mots, et je reviens vers vous, parce qu'on va profiter des... Allez-y, alors, dans ce cas. Moi, je ne suis pas d'accord avec Nicolas Jachier, c'est qui est rare, parce que je pense, en fait, nous, on a beaucoup travaillé là-dessus, et en fait, on s'est rendu compte que vraiment, si on veut avoir un impact et préparer ces fameux pipelines, ces fameux cohortes de personnes, et faire ce que vous dites, donner envie de devenir ingénieur, il faut commencer à 3-4 ans. Parce qu'en fait, et 3-4 ans, regardez ce qui s'est passé dans tous les pays de l'ex-Union soviétique, où les filles et les garçons apprenaient les mêmes choses au même âge. Vous avez autant de chimistes, autant de médailles Fields, autant d'astronautes femmes que garçons, parce que leur mère l'était, parce que c'était normal, parce que personne disait ça c'est un métier de fille, ça c'est un métier de garçon. C'était où est-ce qu'on pouvait avoir sa place dans la société. Et donc moi je pense que c'est très juste ce que vous dites, c'est montrer qu'un métier d'ingénieur vous fait faire tout. Et c'est ce que je dis toujours moi, c'est-à-dire que le digital, vous voulez être poète, mais vous avez besoin d'être digital. Vous avez besoin d'apprendre à coder comme on apprend l'anglais. C'est-à-dire c'est des langages qui sont devenus utiles dans tout. Après, on peut faire du tricot, mais au moins, il faut connaissance d'eux. Et donc, moi, je pense qu'il faut vraiment, et pardon d'insister là-dessus, 3, 4, 5 ans, et là, ce n'est pas les enfants seulement, c'est les parents et les maîtresses d'école, qui très souvent sont les premières à protéger les filles en disant « on ne fait pas ça, c'est trop dur pour toi ». Donc, c'est un double travail en expliquant justement que c'est des opportunités. Ensuite, le deuxième âge qui nous paraît essentiel, c'est 12, 13, 14, et là, c'est les filles qui décident qu'est-ce qu'elles veulent faire. Et donc, il faut leur donner envie, rendre sexy les métiers, amusants. Ça, c'est pas moi qui dis, c'est une Vietnamienne qui m'a dit ça. Si vous continuez à nous faire des cours qui sont mieux comme l'appui en computer science et tout ça, on ne viendra pas. Faites-nous un truc amusant et sexy. Je cite monsieur les professeurs dans la salle. Donc ça, c'est elles qui choisissent. Et puis, bien sûr, c'est le fameux moment où on sort de S. Pourquoi tant de filles qui sont S ne choisissent pas des filières d'ingénieurs et se perdent en cours de route? Et ça, c'est encore une autre type d'approche, et un autre type où les conseils d'orientation, les parents, les amis, les exemples, les ambassadistes, les sister STEM et tout cela. Et puis, bien entendu, surtout, une fois que vous êtes dans l'entreprise, comment y rester? Parce qu'il n'y a pas simplement y accéder. Si les gens qui sont dans l'entreprise ne sont pas heureuses et ne sont pas bien, ils ne diront pas aux autres, venez nous rejoindre et donner envie aux autres. Et quand vous voyez que le turnover est de 53% dans les entreprises digitales, c'est-à-dire que les femmes, après 2, 3, 4 ans, s'en vont, ça, c'est un problème des entreprises. Donc, c'est encore une autre cible. C'est comment faire en sorte que dans les entreprises, les femmes se sentent à leur aise, se sentent promues, se sentent acceptées, aimées, et qu'elles aient envie non seulement de continuer leur carrière, mais de faire venir des autres. Et puis, quand on a mon âge, skill and reskill. Pourquoi on ne pourrait pas avoir des opportunités quand on perd un emploi grâce
à ces nouvelles technologies, grâce à l'ingénierie, d'apprendre trop tard. Pourquoi, si on n'a pas fait des études à 18 ans d'ingénieur, on ne peut pas plus tard attraper quelque chose? Donc, je pense que c'est extrêmement important que là, il y a vraiment une cohorte de femmes qui seraient prêtes à apprendre des choses, donc leur donner la possibilité de formation professionnelle en cours de leur vie. Donc voilà, c'est tout. Et ça, je pense que si on se focalise que sur un âge, je suis complètement d'accord. Moi, je parlais, le mot d'ingénieur, peut-être, pour la petite enfance, c'est peut-être pas, voilà, c'est un peu tôt, mais pour parler d'ingénieur. Mais sinon, je suis tout à fait d'accord. Céline Calvez, en quelques mots, et ne prenez pas ombrage de ça, mais comme il ne nous reste que 5 minutes avec Chiara Corazza, j'ai encore une ou deux questions importantes à lui poser. Mais... Je vais être très rapide et repousser justement les limites de l'espace et du temps. Le temps, il n'est jamais trop tôt pour montrer aux jeunes que la science, ça peut être fun. Il n'est jamais trop tôt. Ça commence où? Ça commence dans les jouets. Et là, je veux faire écho à une initiative, en fait... Donc, moi, dans le cadre de la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale, j'ai pu porter différentes recommandations, dont l'une portait sur la lutte contre les stéréotypes dans les jouets. Et en fait, cette recommandation, Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès de Bruno Le Maire, s'en est emparée et a pu, en l'espace de 3 mois, inviter les fabricants, les distributeurs, ceux qui font la pub des jouets, autour d'une charte pour pouvoir lutter contre ces stéréotypes. Parce que là où vous construisez le maximum de possibilités, c'est le plus jeune. Et puis, pour reprendre le mot fun, si vous arrivez à trouver du fun avec un jouet qui a une connotation scientifique, pour vous, les sciences sont quelque chose sur lequel vous allez pouvoir vous épanouir. Et ensuite, on pourra préciser quelles sont les voies, quelles sont les professions. Mais il faut repousser les limites de la question en disant que ça commence dès le premier jour de la vie d'une personne et que ça se situe, et là j'en viens à la notion d'espace, c'est pas seulement à l'école, c'est pas seulement dans la famille, c'est pas seulement dans les médias, c'est justement tout. Et c'est ça qui est très compliqué. C'est ça qui est très compliqué à pouvoir saisir. Donc on est suffisamment nombreux pour le porter parce que ça doit être porté partout. Donc, je reviendrai un peu plus tard sur d'autres actions particulières, évidemment. Mais pour moi, c'est important de dire qu'il n'est jamais trop tôt et c'est à toute échelle de la société que ça doit être porté. Et la secrétaire d'État sera là à 19h, je le précise pour ceux qui ne le savaient pas. J'imagine qu'elle reviendra notamment sur ce genre de questions. Les 5 dernières minutes avec vous, Chiara Corazza. Les solutions maintenant, le concret, les solutions, les exemples qui fonctionnent, peut-être en Australie, peut-être en Italie, dont vous êtes originaire. Alors nous avons regardé, en fait, une fois beaucoup travaillé avec ce Daring Circle. On a la chance d'avoir des grands groupes autour de nous, d'avoir des académiques, d'avoir des écoles, d'avoir des experts, la Commission européenne, le Fonds monétaire, l'OCDE, l'UNESCO. En fait, donc on essaye déjà de voir tout ce qui a été fait au niveau mondial en termes législatifs. Et bien, tenez-vous bien, on n'a pas fait grand-chose. Il n'y a pas eu des lois vraiment spécifiques. Et je ne vous cache pas que moi, je voudrais vraiment, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que cette loi française soit vraiment lead by exemple pour les autres pays du G7 et ailleurs. C'est-à-dire qu'on dise, voilà, elle est efficace, elle marche. Donc, la France est quand même un pays qui a été souvent pionnier et souvent en avance pour beaucoup de choses, et pas que pour les boards avec les quotas. Donc, vraiment, il y a vraiment une légitimité pour la France de faire cela. Et puis, comme je dis toujours, la France est un pays d'ingénieurs. Le jour où on sera un pays d'ingénieuses, on aura tout fait, parce que l'attractivité, moi je me suis occupée d'attractivité. Comment est-ce qu'on faisait pour attirer les centres de recherche? Parce qu'on avait les talents d'ingénieurs, parce qu'on avait ceux qui à la fois savaient inventer l'outil, mais savaient inventer aussi, en fait, je veux dire, en France, on a les meilleurs ingénieurs du monde. Je le dis parce que je ne suis pas française, mais c'est vraiment vrai. Donc, imaginez qu'on ait aussi les meilleures ingénieuses du monde, mais là, je veux dire, la compétitivité, l'attractivité de la France, voilà, comment on peut dire ça, on cartonne. Donc, comment il faut faire? Alors, nous, pour l'instant, ce qu'on est en train de faire, on a donc regardé ce qui se passe au niveau international. Moi, je me répète, pardon Céline, je redis tout à l'heure, je suis très sur tout ce qui sont incentives, c'est-à-dire mesures qui fonctionnent pas de façon discriminatoire ou punitive, mais plutôt incitation. Et je vous donne quelques exemples qui ont marché, par exemple, et même si c'est une petite échelle. Pour la petite histoire, pour revenir à mon exemple des pays où le gender gap est très négatif et où il y a beaucoup de femmes ingénieures, vous avez la même chose dans les pays en crise. Quand un pays est en crise, on cherche des emplois. Pour trouver des emplois, on trouve toujours un emploi dans le métier d'ingénieur. Et la pauvre petite Italie dont je suis issue, depuis 2009, et c'est toujours pas reprise, vous avez 10% des femmes de plus dans les masters d'ingénierie à Polytechnique. C'est-à-dire qu'ils ont compris que si elles voulaient trouver un emploi, il fallait le faire. C'est-à-dire, une fois de plus, ce n'est pas une question de choix, mais c'est une question de, voilà, ça va me donner
la capacité de travailler. Donc, alors que si je fais sociologie, je n'aurai jamais un emploi, ou littérature. Donc, 10%, c'est beaucoup dans les masters, parce que les chiffres des polytechniques, c'est pas énorme, c'est 5000 personnes par an. Donc, vous voyez, c'est quand même Et c'est parce qu'on en a besoin. Donc, autre chose qui a très bien marché en Italie, c'est que dans les cours d'été qu'on organise dans les écoles, il y a un concours pour 1000 écoles, et on a mis en place des cours de codage. Mais la nouveauté, c'est que pendant ces 2 semaines des cours de codage, il n'y a des subventions que s'il y a au moins 66% de femmes, 60% des filles de 12-13 ans. Ce qui fait que, bien entendu, les enseignants sont incités à dire pourquoi tu ne viens pas avec ta copine faire du codage parce que... Et ça marchait extrêmement bien. Parce qu'après, c'est copte et se sont amusés, ça leur a plu, ça fait boule de neige, etc., etc. Et en fait, en même temps, ça n'a pas empêché les garçons d'apprendre à coder, mais ça donnait un plus à ces filles, etc. Donc, voilà, c'est plutôt l'idée, autant que possible. Alors, l'autre chose auquel on pense beaucoup, c'est l'idée de voir comment on peut flécher la formation, la taxe d'apprentissage. Parce que si on dit, voilà, ça, c'est des écoles exemplaires qui ont plus d'égalité, l'entreprise qui veut recruter peut se dire, tiens, moi, je suis Google, je n'arrive pas à recruter, je mets une partie supérieure de ma taxe professionnelle sur l'école d'ingénieurs qui a plus de filles, parce que j'en ai besoin. Donc, en fait, faire quelque chose qui ait un sens économique, une fois de plus, c'est-à-dire qu'il soit sustainable. Pas donner de l'argent pour donner de l'argent, mais quelque chose qui concourt à la machine économique. Donc, c'est plutôt vers cet esprit-là qu'on travaille, et on travaille beaucoup avec des grands groupes, par exemple. Pareil, le mécénat. Dire, voilà, quand il y a des filles, parce qu'on a besoin de recruter ces femmes, donc faire en sorte que les entreprises mettent plus d'argent là où ils peuvent constituer leur vivier. Donc plus une incitation, plus quelque chose de positif que quelque chose qui sera un petit peu combinatoire et qui... les quotas, par exemple. Alors, vaste question, on se la reposera dans un instant, moi, évidemment. Je suis la personne la plus incompétente de la planète. Donc, j'écoute, je filtre, je prends. Ça se sent pas du tout. On essaye, vous savez. non mais voilà, qui je suis moi pour décider si on fait un quota ou pas. Donc, je pense qu'il faut écouter les gens qui savent. On consulte énormément. Moi, je le dis toujours, je pense que les quotas, ça dépend de l'appétit qu'on a. C'est-à-dire qu'en France, il y avait un vivier des femmes qui avaient une envie folle d'être dans les conseils d'administration et que donc cette loi était absolument nécessaire parce que ça correspondait à une vraie envie. Vous avez des pays où les femmes ne veulent absolument pas, même dans les conseils d'administration, des quotas. Donc, il ne faut pas leur imposer. C'est comme la démocratie, c'est comme beaucoup de choses. On ne peut pas imposer d'un truc d'en haut. Il faut qu'il y ait l'appétence. Et moi, il me semble que le problème pour entrer dans les universités, c'est qu'il n'y a pas assez de filles qui ont envie d'y aller. Donc, ce n'est pas la peine de faire des quotas pour des gens qui n'ont pas envie d'y aller. C'est plutôt comment donner envie aux filles d'y être. Alors, peut-être que je me trompe et pardonnez, voilà, une fois de plus, si je dis quelque chose qui n'a pas de sens. Mais l'idée est plutôt de comment faire que de 12 à 18 ans, on ait beaucoup plus de filles qui ont envie d'y aller. Alors, forcément, il y aura plus de filles dans l'université, beaucoup plus de filles ingénieurs. Et comme dit Salomé, expliquer que être ingénieur, ça permet de faire des choses formidables. C'est surtout ça. Et alors, petit exemple de ce qu'on a fait, et ça n'appelle à vous toutes et à vous tous, parce que c'est aussi les hommes, on a créé une plateforme qui s'appelle les STEM Sisters, c'est-à-dire des femmes qui sont quelque part, qui ont réussi comme ingénieurs, bon, il y a Claudia Neri qui est astronaute, mais tout le monde ne peut pas être astronaute, mais on a recruté pendant le Women's Forum d'il y a 3 semaines des STEM Sisters qui donc de façon très généreuse et bénévole donnent de leur temps, de leur expertise à l'écoute pour expliquer qu'est-ce qui peut être utile ou pas utile. D'ailleurs, Salomé, vous êtes recruté d'office là pour être STEM Sister, là c'est indispensable. Voilà, vive la démocratie. Mais c'est des marraines en quelque sorte, hein, c'est ça. Voilà, j'aime pas le terme de marraine des parce inspiratrices que ça fait, ou des. Voilà, marraine. Alors une sœur, c'est plutôt voilà une solidarité. Et donc ça, on veut le faire à niveau européen, donc de façon beaucoup plus large. Et l'autre chose qu'on veut faire, et là par contre, on a besoin du financement de l'Union européenne, donc on va aller voir Maria Gabrielle et lui expliquer. On voudrait, et le vôtre, on voudrait sur YouTube, sur Spotify, sur le type de outils, en parlant les langages des jeunes, influenceurs filles et hommes, qui leur parle avec des petits sketchs en disant « mais pourquoi tu ne fais pas l'ingénieur, regarde qu'est-ce que tu peux faire, mais pourquoi tu ne fais pas ici, etc. » Et tout au long de donc des trucs très très concrets, qui n'est pas une vraie campagne de communication, c'est plutôt s'adresser vraiment
à chacune d'entre elles, en faisant aussi des tests. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu es grande? Et donc avec des gens qui leur expliquent, etc. Donc s'adresser, pas avec une grande campagne à la télé où les filles peut-être ne regardent plus la télé quand elles ont 12-13 ans, mais plutôt quelque chose qui les touche et qui soit sur leur téléphone portable, etc. Donc toute idée est bonne là-dessus, mais on est en train d'y travailler avec beaucoup de spécialistes. Mais là, j'ai fait un appel à aider et à concours à y réussir. On veut le faire à niveau européen. On veut toucher 80% des filles européennes, donc c'est quand même plus de 6 millions de filles, et lancer l'année prochaine. Et ça, c'est des choses très concrètes, parce que ça devrait franchement inciter à augmenter les nombres. Et je suis au regret de vous dire qu'il est 18h05. Et on aimerait tellement vous garder, j'aimerais tellement mentir sur l'heure et vous faire partir un peu plus tard et continuer à profiter de vos lumières, mais je crains que dans votre agenda chargé, vous deviez y aller. Merci infiniment, Chiara Corazza. Je suis désolée, j'adorais rester avec vous. Pardon, vraiment. Bon, je crois qu'on peut vous applaudir en tout cas chaleureusement pour ce témoignage passionné. Merci beaucoup. Et je vais vous donner la parole enfin, Franck Young. On va reprendre, pardon de ne venir vers vous que maintenant. Merci, Chiara Corazza. Et du coup, je me déplace vers vous, Céline Calvez. On va reparler des stéréotypes dans un instant, de votre rapport d'information sur les femmes et la science, naturellement. Juste un petit mot sur ce premier constat qu'on a fait, que Chiara Corazza a fait brillamment aussi, sur ce problème français, en quelque sorte, ou des pays dits développés. Oui, nécessairement, le constat est forcément partagé. Peut-être quelques éléments quand même d'historique. Bon, si je prends simplement l'exemple de mon école qui fête ses 60 ans cette année, pendant les 10 premières années, l'école n'était pas mixte, donc elle n'était ouverte qu'aux hommes. Et je tiens à rappeler, ce n'est qu'en 69 que l'école des mines a été mixte. À partir de 72, l'école polytechnique. Donc il y a quand même une longue histoire aussi. Une forme de misogynie de départ. Le métier d'ingénieur a été identifié à un homme en fait. Et donc ça c'est vraiment un constat qui finalement progressivement s'est un peu dissipé. Mais je partage complètement aussi le diagnostic que, disons, les femmes ou les filles s'identifient quand même beaucoup sur le besoin d'avoir, disons, un rôle ou un impact social, un impact environnemental. Et donc, pour certaines écoles d'ingénieurs, c'est encore peut-être un peu difficile d'avoir ce message ou de faire comprendre ce message par rapport à des filles qui souhaitent épouser ce métier d'ingénieur. Et donc, ce qui est intéressant, nous, on est pratiquement maintenant, aujourd'hui, le contre-exemple d'une école d'ingénieurs parce que nous avons pratiquement 40 à 45% de filles dans nos promotions. Ce qui est beaucoup plus que les autres. Ce qui est vraiment beaucoup plus que la moyenne, mais c'est parce que nous portons aussi le message de la ville durable, disons, de l'aménagement, d'un impact social. Et donc, ce message est bien compris. Et ce qui est même d'ailleurs assez paradoxal, c'est que les filières les plus théoriques, les filières mathématiques, finalement, on reçoit le plus de filles en provenance de ces filières-là, en fait. Mais c'est parce qu'il y a une compréhension du message et que le rôle en tant qu'ingénieur est bien compris. D'accord, donc vous avez réussi à saisir ces aspirations, notamment pour ces enjeux d'économie durable, etc., qui sont très importants. On en reparlera dans un instant. Je reviens vers vous, Céline Calvez, sur ces stéréotypes, sur votre rapport sur les femmes et la science. Comment on les modifie, ces stéréotypes? Comment est-ce que, comme Chiara Corazza le disait à l'instant, il faut agir sur les réseaux sociaux, il faut agir très en amont? Comment on fait pour changer ça? Alors déjà, pour les changer, il faut savoir les repérer. Et en fait, on en a tous nous-mêmes. Voilà, on peut être très investi sur la question de l'égalité femmes-hommes et être victime nous-mêmes de stéréotypes. Je vais vous en livrer un personnel. Moi, je suis élue de la 5e circonscription des Hauts-de-Seine. C'est 2 villes, c'est Clichy et Levallois. Et en fait, quand j'ai appris que les 2 commissaires de ces 2 villes étaient 2 femmes, j'étais très surprise. En fait, moi-même, j'avais intégré qu'un commissaire était un homme et que avoir 2 femmes, ça m'étonnait. Non, en fait, ça ne devrait pas m'étonner. Au niveau national, on a des femmes qui sont commissaires. Alors, on est à entre 25 et 30%. Ce n'est pas la parité. Mais moi, le fait d'en avoir 2, pour moi, ça ne cadrait pas avec mon propre stéréotype. Donc, la première chose, c'est vraiment de bien savoir les repérer. Repérer les nôtres, repérer ceux des autres aussi. Et on a tous des exemples où on a laissé passer un stéréotype et après on s'est dit mais en fait, elle dit ça.
pourquoi il a réagi de telle façon. Donc c'est aussi non seulement de les repérer, mais aussi de les faire repérer aux autres. Comment on arrive ensuite, une fois qu'on les a repérés et qu'on les a fait repérer, comment on arrive à les changer? Mais c'est profondément culturel. Profondément culturel. Alors, une fois que vous avez dit c'est culturel, qu'est-ce qu'on fait? On dit on laisse la culture évoluer, le faire toute seule. Moi, je suis assez impatiente comme fille, donc non, ça suffit pas. Et on peut en venir à la question de la représentation et à la question des quotas. Quand on a pu avoir, alors notamment Sylvie Pierre-Brossolette au CSA, mais aussi tout un collectif d'experts, on regardait dans les médias, la place des femmes dans les médias, elles se sont dit, on va pas forcément attendre que des quotas se fassent, et pourquoi pas, mais avant ça, il faut trouver le vivier. C'est-à-dire que par rapport à ce que disait Chiara sur les personnes qui ont envie d'y aller, il faut l'agiter, ce vivier. Donc il faut pouvoir aussi mettre à la disposition des médias tout un tas d'expertes qui sont là pour intervenir sur n'importe quel sujet, qui sont capables de le faire de manière brillante. Il faut juste le mettre devant. Et puis comme ça nous fait un outil aussi pour dire aux médias, mais attendez, vous vous plaignez que vous ne trouvez pas, mais en fait, vous n'avez pas cherché, on les a cherchés pour vous. Après, la question des quotas, c'est qu'est-ce qui peut être... imposé de manière convenue entre des professionnels d'un secteur, qu'est-ce qui peut être imposé par la loi. Là, on arrive sur quelque chose de plus profond. La question des quotas, moi j'ai beaucoup évolué dessus. Pour moi, la question des quotas, je l'avais vraiment appréhendée sur la question de la discrimination positive aux États-Unis, sur la place qu'on donne aux basketballeurs qui sont noirs aux États-Unis. J'avais vraiment, dans les années 90, cette... Mais en fait, moi-même, j'ai pu aussi bénéficier de quotas. Si aujourd'hui, je suis députée, c'est parce qu'en 1999, on a fait une loi sur la parité et qu'au-delà de faire une loi, on a fait au sein des partis, on a incité, et de manière volontaire, à ce qu'on puisse l'appliquer totalement. Ce qu'on disait sur les élections législatives, c'était que on allait avoir 50% de candidates femmes et 50% de candidats hommes. Et puis on mettait les candidates femmes sur des circonscriptions ingagnables, comme ça, c'était parfait. Moi, je suis à La République En Marche. À La République En Marche, on a dit non, on aura 50% de candidates et 50% de candidats, sauf qu'on va faire que ça soit gagné. Donc, il faut qu'il y ait l'étage de la loi, il faut aussi qu'il y ait l'application par ceux qui sont aux manettes, que ce soit les entreprises, les partis politiques, pour le faire et de manière vraiment volontariste. Ensuite, dans les quotas, on a la question des quotas de contrainte ou des quotas d'incitation. Ça, c'est la question centrale, vraiment. Ouais. C'est central, mais moi, je suis assez... alors moi, j'ai une position sans doute plus quota contrainte que celle de Chiara. Pareil, comme elle, on écoute, je ne suis pas non plus complètement fermée. Mais sur la question du financement, quand on accède à des financements, faut peut-être en faire une contrainte, en fait. Mais la contrainte, c'est pas de dire, je veux absolument qu'aujourd'hui, dans votre secteur, il y ait 50% de femmes alors qu'il n'y en a que 15%. Il faut être aussi réaliste. Mais je trouve que ce serait intéressant. On a plusieurs perspectives. Là, je parle vraiment en tant que législatrice. On a, par exemple, la loi de programmation de la pluriannuelle de la recherche qui va arriver en 2020, où on va faire un gros objectif, puisque l'idée, c'est d'accorder à la recherche et à l'enseignement supérieur un objectif de 3% du PIB, d'aller en tout cas de façon progressive dans les 3 prochaines années dessus. Si on fait un effort de mobilisation de crédits formidable, moi je pense qu'on devrait aussi demander aux acteurs de se mobiliser et de respecter certains quotas, sinon vous n'êtes pas financé. Ça me paraît en tout cas une voie à explorer, et on aura aussi d'autres occasions de pouvoir trouver comment combiner une politique de quotas contraignante, mais avec le bon niveau et la bonne définition du quota. Et on peut le faire partout. Un autre exemple dans lequel on peut retrouver parfois des ingénieurs, souvent, c'est dans les industries créatives et culturelles. Moi, j'ai défendu le mois dernier, alors c'était sur un crédit d'impôt, c'est un outil fiscal, mais je disais, en tout cas, on accorde des crédits d'impôt qui sont formidables et qui sont cruciaux pour les tournages de films, pour les jeux vidéo. Mais c'est pas normal que dans les équipes, on soit si peu de femmes. Est-ce qu'on pourrait ajouter ça ? Ah là là, c'est pas possible, vous comprenez. Et je comprends, le crédit d'impôt, c'est faut manier avec précaution. Mais je peux vous dire que vu les réactions du secteur, j'ai eu une palette
d'outils, de dispositifs qui étaient mis en place dont je n'avais pas forcément connaissance ou qui n'étaient pas complètement activés. Parce qu'il y a un moment, quand on agite ça, ça fait sortir de terre l'ensemble. Donc les quotas, il faut bien qu'on les mesure, mais il faut que ça soit vraiment ancré dans la réalité. Il ne faut pas qu'on mette des quotas impossibles, autrement c'est contre-productif. Alors, on va continuer sur cette question des quotas. Salomé, tiens, parce que quand on en discutait, vous aviez une perception, vous, plutôt négative des quotas, dans le fond. Vous me disiez au téléphone, oui, mais on ne sera pas légitime face aux hommes. D'autant plus que vous êtes dans une boîte où il y a beaucoup d'hommes, ingénieurs, j'ai envie de dire, très classiques, qui vont sur les chantiers. Oui, je pense que les quotas, ça permet de faire avancer les choses, c'est sûr. Mais ça, c'est pour les gens qui sont plutôt, qui essayent de faire avancer les choses, donc les gens plutôt qui dirigent. Après, pour les gens qui subissent ou bénéficient des quotas, ça peut être peut-être plus compliqué. Et en effet, si on se retrouve avec une promotion ou une augmentation liée à un quota d'amélioration, ça peut devenir très compliqué, oui, et on ne se sent pas légitime vis-à-vis de nos collaborateurs. Alors juste là-dessus, je rebondis parce que c'est une question qu'on s'est beaucoup posée sur la légitimité. Mais en fait, qu'est-ce qui fait qu'on a l'impression d'être illégitime ? C'est parce que, à quoi servent les quotas ? Est-ce que les quotas, c'est pour imposer un nouvel équilibre, ou les quotas, c'est fait pour rétablir l'équilibre qui devrait être celui-ci, mais quand vous arrivez à constater que sur une classe de 100 personnes dans une école d'ingénieurs, vous n'avez que 10 filles, là vous pouvez demander à 40 garçons, qu'est-ce qui fait que vous êtes là ? Comment on va choisir les 40 garçons parmi les 90 qui ne devraient pas être là ? Parce que non, mais en gros, c'est dans la société, il y a eu tellement d'obstacles que les filles ont traversé que vous, en fait, vous avez été facilité. Comment on va le déterminer ? Et donc la question de la légitimité, elle peut se retourner aussi envers les hommes, en disant, mais finalement, tu es là, mais tu n'es pas légitime. Et puis, moi, je pense à la légitimité. Moi, en tant que députée maintenant, il y a un moment, on est légitime. Et s'il n'y avait pas eu cette question de la parité, oui, on aurait pu toujours dire oui, mais en tout cas, nous, on est là. Et on est là pour porter justement des questions de quotas, etc. On est beaucoup de femmes. Et bien, tant mieux, on va rétablir comme ça. La question de la légitimité, je la comprends. Mais quand vous êtes dans la place, vous allez montrer que vous êtes légitime. Allez, demandons leur avis à deux hommes sur cette question des quotas. Nicolas Jachier. Oui, des quotas et plus largement... Vous avez un micro là, comme ça vous en aurez un chacun, donc si vous voulez bien le donner à Salomé, voilà, formidable. Oui, la question des quotas et au-delà la question de la discrimination positive. J'avoue que je navigue là-dedans depuis que je suis à la tête d'Egis, enfin une quinzaine d'années, entre ceux et celles d'ailleurs surtout qui disent il faut forcer les choses, donc il faut se fixer des objectifs, des quotas, etc. Et celles qui disent il ne faut pas qu'on soit choisi parce qu'on est une femme et pour répondre à un quota, mais en fonction de nos qualités. Bon, la vérité, elle est quelque part entre les deux. Moi, personnellement, je force un peu les choses, mais pas trop, pour pas dans les nominations mettre des femmes en situation de difficulté, mais je force un peu les choses et je reconnais que à niveau égal de candidature, j'ai tendance à privilégier la femme parce qu'il faut qu'on fasse apparaître un peu plus de femmes et plus de responsabilités, mais à condition que la candidature soit effectivement en termes de compétences, etc., de même niveau. Au niveau supérieur, bien sûr, ça c'est évident, mais voilà, donc c'est vraiment un équilibre. Encore hier, moi il se trouve que cette rencontre aujourd'hui, elle arrive entre hier, j'avais la réunion de mon comité d'actionnaires salariés où on se penchait sur le sujet égalité homme-femme, et demain le conseil d'administration se penche sur le même sujet. Bon. Une femme très investie dans ces sujets-là a dit oui, c'est bien, il y a des progrès, etc., mais il faut continuer, mais lentement. Il faut avoir des objectifs de moyen terme parce que si on force trop les choses, on va nous choisir pour de mauvaises raisons. Bon. Il faut quand même forcer un peu. Donc, il y a beaucoup de femmes qui sont contre les quotas. Hein, c'est compliqué. Alors après, par exemple, les quotas dans les conseils d'administration, je trouve que c'est très bien parce qu'il y a une diversité de compétences. Je trouve que on l'a appliqué avant d'y être contraint par la loi. Mais cela étant, c'était il y a une bonne dizaine d'années. La première fois que j'ai fait
j'ai proposé une femme au conseil d'administration. Enfin, il y en avait déjà, mais qui venaient de chez notre actionnaire, mais venant de l'extérieur, administrateur indépendant. Mon président a quand même dit, j'étais pas président à l'époque, j'étais seulement DG, il a dit Nicolas, qui a le sens des choses qui se font, a proposé une femme. C'était pas effet de mode, quoi, en quelque sorte. D'accord. Franck Young, votre avis là-dessus, et puis on parlera de l'orientation, hein, parce qu'il faut qu'on parle de l'éducation nationale aussi. On a parlé des médias, on verra peut-être comment certaines actions peuvent être mises en place, mais sur cette question centrale des quotas. Sur les quotas, je dirais que ça me paraît relativement naturel, plutôt dans des structures. Moi, j'ai plutôt eu l'habitude d'évoluer dans des structures d'administration, soit de l'État ou de collectivités, où par des dispositions législatives ou réglementaires, ces quotas se sont mis en place. Au début, c'était relativement compliqué parce qu'effectivement, ça changeait ou ça chamboulait complètement les habitudes. Mais j'ai vu que finalement, c'est rentré dans les mœurs ouais. Et ça se fait quand même maintenant de manière très, très fluide et très naturelle. Donc là, j'ai pas d'état d'âme là-dessus. Ensuite, je suis assez séduit aussi par l'idée de Chiara qui était évoquée d'avoir plutôt des dispositifs incitatifs, par exemple pour des écoles qui jouent le jeu. L'idée de la taxe d'apprentissage, par exemple, me paraissait intéressante. Et vous, en plus, avec une bonne représentation de femmes, comme nous sommes bons ce serait élèves, plutôt à votre avantage. Je ne dirais pas non, oui. Donc je pense que là-dessus, après c'est une question aussi de positionnement du curseur. Je pense qu'à certains endroits, on peut vraiment mettre en place des quotas, et à d'autres endroits, ça sera plutôt des éléments incitatifs. Et je pense que là, pour vraiment susciter des vocations d'ingénieuses, ça sera plutôt effectivement par un travail vraiment très en amont. Et pour susciter des vocations qui va probablement payer. Donc ça ne pose plus de problème aux hommes, notamment, ce qui n'est pas inintéressant comme question, parce que dans le fond, certains pourraient se lever et dire à compétence supérieure de ma part, je vais peut-être avoir le risque de voir une femme nommée à ma place. Là, je pense dans le milieu dans lequel j'ai évolué, non, ça ne posait plus de problème en tout cas. D'accord. L'orientation. Parlons-en un instant, parce que, et Salomé là va peut-être pouvoir nous le raconter, votre témoignage est intéressant là-dessus, Salomé. Dans le fond, on a le sentiment, et vous n'êtes pas un cas isolé, qu'elle était quasi inexistante quand vous étiez au lycée, notamment. Oui, tout à fait, pas du tout. Après, quand on rentre en revanche dans le milieu des écoles d'ingénieurs, j'ai trouvé qu'il y avait une véritable solidarité entre les filles. On se serre les coudes. Oui, ouais. Vraiment. Moi, j'ai été beaucoup aidée, j'avais beaucoup de difficultés au départ. Je venais d'une classe ZEP au lycée, donc quand je suis arrivée en maths sup, maths spé, j'étais pas tout à fait au niveau. Et j'ai été aidée en classe normale, et du coup je suis montée en classe étoilée, et puis du coup j'ai été aidée en classe étoilée par une autre fille, et en école d'ingénieur toutes les filles révisaient ensemble, vraiment oui, beaucoup d'entraide entre les femmes. Donc ça c'est important, ça veut dire que ça passe par, c'est un petit peu ce que disait Chiara Corazza tout à l'heure, il faut en bon français des role models ou des sisters, des sœurs d'armes en quelque sorte, qui vont aider les femmes à progresser. C'est ça pour vous? Ça peut se faire que comme ça? Pour moi, il faut elle n'aimait pas le terme de marrainage, mais ou peut-être du mentorat. Mais dans ce cas-là, je pense qu'il le faut même pas forcément entre des filles de la même école, mais plutôt, on voit qu'on perd un pourcentage de filles entre l'école d'ingénieur et le milieu professionnel. Donc peut-être un mentorat entre des femmes professionnelles et des jeunes filles en école d'ingénieur pour leur montrer que c'est un métier qui peut être sexy, justement. Voilà, et qu'on ait des figures féminines modèles. Je vous vois opiner du chef, Franck Young. Dites-nous effectivement. Je confirme absolument, et ça passe par vraiment plein d'actions. Disons, nous, on a par exemple mis en place, on participe à l'opération Cap en Sup, où donc il y a eu un système où c'est des élèves ingénieurs, et d'ailleurs principalement plutôt des filles, qui font du soutien scolaire pour des jeunes de lycée. Et donc beaucoup d'ailleurs. Vous en avez combien qui passent chaque année? Là, on a à peu près une soixantaine de lycéens, lycéennes qui sont soutenus par nos élèves ingénieurs, principalement donc des filles. Et donc ça permet aussi de tisser d'autres liens, montrer peut-être aussi aux lycéens que le métier d'ingénieur est possible pour elles. Et donc on a vraiment eu un suivi, et vraiment beaucoup de ces lycéens ont ensuite poursuivi dans plutôt des parcours scientifiques en fait. Donc,
Ouais, je ne vais pas faire le lien entre l'Inde et les classes ZEP, mais est-ce qu'il y a, je ne le fais pas d'ailleurs, mais est-ce qu'il y a une surreprésentation des femmes justement issues de ces classes ZEP, peut-être en se disant que le métier d'ingénieur sera une chance? Là, j'arrive pas complètement quand même à le quantifier. Hein. Je pense qu'il y a quand même plus une volonté de réussir, ça c'est clair qui est identifié, parce qu'on a quand même déjà une population qui souhaite avoir du soutien scolaire et donc qui a envie de s'en sortir en fait. Hein. Céline Calvez, l'orientation, comment on fait? Là, le législateur pourrait de temps en temps demander des comptes, notamment à l'éducation nationale, en disant il faut qu'il y ait des plans qui soient mis en place au collège, peut-être même à l'école primaire, comme le disait Chiara Corazza tout à l'heure. Oui, puis même l'école maternelle. Mais d'ailleurs, on pourrait revenir sur l'école maternelle. L'orientation, vaste sujet. Moi, j'ai eu l'occasion, Jean-Michel Blanquer m'avait confié, ainsi qu'à Régis Marcon, une mission sur la réforme de la voie professionnelle scolaire. En gros, les lycées pro. Et en fait, ces lycées pro souffrent d'un vrai problème d'orientation, puisque en gros, c'est plutôt de l'orientation subie que de l'orientation choisie. Sauf qu'au sein de cette voie professionnelle, on avait beaucoup de jeunes femmes issues des quartiers populaires et qui se retrouvaient dans des filières qui n'étaient pas forcément promesses d'embauche et de bon niveau de compétences. Or, vous avez donc un réservoir de jeunes femmes d'un côté, et de l'autre côté, dans le numérique, on n'a pas beaucoup de femmes. On pourrait peut-être faire de ces deux problèmes une solution, en fait, et d'avoir une réelle incitation à ce que ces jeunes femmes embrassent des carrières numériques qui puissent être sur des temps de formation assez courts, ou voire plus longs, les emmènent dans des études plus longues. Mais il ne faudrait pas non plus qu'on tombe dans le « Ah, c'est une jeune fille issue d'un quartier populaire donc tu vas faire du numérique ». Donc il faut qu'on trouve quand même une certaine mesure. Et cette mesure, c'est celle d'ouvrir le champ des possibles maximum à l'ensemble des personnes. C'est ubuesque et en même temps titanesque comme œuvre. C'est-à-dire que dans 2 jours, on réunit à l'Assemblée certains acteurs de l'orientation, que ce soit au niveau national, régional, associatif. Je pense qu'on va se rendre compte encore du maelstrom que c'est et de la difficulté pour les jeunes de pouvoir se projeter. On a parlé de l'idée de se projeter dans des métiers qui soient assez fun, dans des métiers qui puissent évoluer avec nous, qui soient assez prometteurs. Il y a une chose, moi, sur laquelle je trouve qu'on n'arrive pas à avancer assez, c'est sur le rôle des parents. Vous disiez tout à l'heure, c'est Chiara Corazza qui disait à 12-13 ans, c'est les jeunes filles qui font les choix. Malheureusement, pas encore tout à fait. Le rôle des parents sont clés, puisque justement, moi j'ai rencontré des parents qui ne souhaitaient pas que leur fille fasse des études d'ingénieur, parce qu'ils ne leur souhaitaient pas se retrouver dans une école où elles allaient être trop peu nombreuses. Les parents avaient peur que leur fille, et malgré une certaine sororité qui peut s'organiser, souffre des remarques sexistes et des ambiances parfois dans les écoles d'ingénieurs qui peut se passer. Alors, il y a des écoles d'ingénieurs où ça se passe très bien, il y a des écoles où ça pourrait mieux se passer. Moi, je suis allée dans une école de formation numérique et j'étais atterrée par le discours du dirigeant. Je me dis, concrètement, oui, si je suis une femme, je ne veux pas revenir ici, en fait. Rien ne me rassure. Donc je comprends aussi que les parents aient une certaine appréhension. Donc ça veut dire que les écoles doivent être de plus en plus exemplaires. Elles doivent montrer leur capacité à pouvoir accueillir d'autant mieux les jeunes filles pour pouvoir rassurer celles qui les entourent à embrasser ces carrières-là. Et donc les rôles modèles, les écoles modèles doivent aussi pouvoir participer à cet ensemble. Je pense que je suis quand même assez optimiste sur notre capacité à rattraper le retard qu'on a dans les femmes en numérique. Moi, ça m'avait marqué l'année dernière lors de ce travail sur la délégation aux droits des femmes. Moi, je pensais qu'on évoluait tardivement, pas assez vite sur les métiers scientifiques, mais on régressait dans le numérique. Et ça, pour moi, c'était par rapport aux années 80, on a moins de filles qui embrassent des métiers qui vont nous servir à bâtir l'intelligence artificielle et la programmation en général. C'est terrible. J'ai l'impression qu'on est en train de rattraper ce retard, en tout cas d'infléchir la courbe de descente.
Donc ça, je suis plutôt assez optimiste. Par contre, je mesure le travail que chacun va devoir faire à tous nos niveaux. Voilà, que ce soit au niveau de l'entreprise, au niveau des futurs rôles modèles, au niveau des écoles, au niveau du législateur, au niveau des médias également, qui doivent participer à ce que les orientations soient possibles vers des métiers où on ne représente pas encore assez les femmes. Comment on fait avec les médias? Pourtant, il y a et là, si vous m'autorisez une aparté de journaliste, il y a une surreprésentation des femmes dans les rédactions. On se rend compte qu'à l'antenne, il y a une sous-représentation des femmes, notamment parmi les experts. Comment on fait? Est-ce qu'il faut contraindre là à nouveau? Est-ce qu'il faut exiger qu'il y ait de temps en temps des campagnes de communication? Il y a les campagnes de communication et puis il y a aussi impliquer les hommes. Je ne sais pas si vous connaissez le mouvement Jamais sans elles, où les hommes, et certains de mes collègues députés en font partie, comme moi, on refuse un panel qui n'est pas mixte. Mais en fait, quand vous faites ça une fois, et que les gens veulent vraiment que vous soyez là, ben, ils arrivent à trouver d'autres personnes. Donc je pense que c'est aussi ça dans les médias, c'est de pouvoir se dire bah non, ça je participe pas, il y a que des filles ou que des hommes, ça marche pas. Donc il y a ça, donc c'est impliquer les hommes dans les rédactions, impliquer les hommes qui sont en plateau. Et sur les campagnes de communication, moi j'ai bien aimé ce qu'a dit ma voisine, c'est que c'est pas en faisant une campagne de pub à la télé qu'on va changer la perception des jeunes filles de ce métier. On va peut-être changer la perception de leurs parents, donc c'est pas inintéressant. Par contre, en allant sur les plateformes et sur les réseaux sociaux qu'ils fréquentent, là, on va plutôt dans le bon sens. Nicolas Jachier, sur cette question d'orientation, et puis dans la demi-heure qui nous reste, on parlera évidemment du monde de l'entreprise et de ces métiers d'avenir qui sont beaucoup plus variés que le grand public ne le croit. L'orientation, comment on fait? Vous disiez, il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a pas de solution miracle. Parlons un peu au nom de la profession. Nous, ce à quoi on peut contribuer, c'est de fournir des modèles, des exemples. On a créé les ambassadeurs de l'ingénierie qui vont auprès des écoles d'ingénieurs. On peut imaginer qu'ils aillent aussi dans les échelons antérieurs, dans le secondaire. Alors, il y a des hommes et il y a des femmes, mais on a peut-être forcé un petit peu les choses pour qu'il y ait un peu plus de femmes que la proportion actuelle, pour montrer ce qu'on fait concrètement, pourquoi c'est motivant, pourquoi les femmes sont bienvenues dans nos métiers. Mais encore une fois, il n'y a pas de solution miracle. Je pense que dans les efforts, dans l'activité d'orientation au sein des établissements scolaires, il y a certainement à faire. Je ne suis pas du tout un spécialiste là-dedans, mais il faut forcer les choses sur les carrières scientifiques quand même. Au passage, alors ça n'a pas à voir directement, mais on a supprimé des quotas ou de la discrimination positive qui existait dans le temps dans le système éducatif, parce qu'il y avait quand même des filières garçons et filles, et en matière scientifique, il y avait des écoles normales supérieures de filles et de garçons, ce qui faisait qu'il y avait une plus grande proportion de femmes filles qui rentraient dans ces filières-là. Je ferme la parenthèse, mais moi j'ai vécu le changement. Voilà, bon, bref. Donc voilà, il y a un travail à faire certainement au niveau des conseillers d'orientation, du dispositif d'orientation dans les établissements. Et alors après, on rentre dans le monde de l'entreprise. Et là, je vais vous demander votre témoignage, Salomé, parce qu'il est intéressant. Donc 30% de femmes ingénieurs débarquent dans le monde de l'entreprise. Comment ça s'est passé pour vous? Un petit festival de clichés au début. Vous êtes dans le secteur de la construction, je le rappelle. Tout à fait. Ça n'a pas été facile au départ. J'ai dû vraiment m'accrocher. Donc je travaille sur les chantiers. Donc au début, j'ai eu le droit à des ouvriers qui sont restés assis toute la journée, ce pendant plusieurs mois, parce qu'ils ne voulaient pas être dirigés par des femmes. On m'appelait la fille, déjà on ne m'appelait pas par mon prénom. Et pour ça, je suis allée quand même couler du béton avec eux, ferrailler pour me faire intégrer par l'équipe. Au bout de quelques mois, après, quand il y en a certains qui nous intègrent, ça se fait naturellement. Mais oui, démarrage assez compliqué. Ça, c'est le tout début. Et ensuite, même après, pendant les 2-3 premières années, j'avais quelqu'un qui était en dessous de moi. Et quand on allait en réunion, c'était un homme qui était plus âgé. En dessous de moi, c'était mon assistant, on va dire. Et personne ne s'adressait à moi, tout le monde s'adressait à lui. Toujours les stéréotypes, c'est un peu comme vos commissaires femmes, voilà. Ouais, et du coup, on se sent pas bien en plus, parce qu'on rentre dans le monde de l'entreprise, on est tout neuf. Donc au début, je me suis beaucoup endurcie pendant les 3 premières années. Alors comment on fait justement pour lutter contre ce petit relent de misogynie qui existe dans certains secteurs? On ne peut pas se mentir non plus.
On coule du béton, ça, d'accord. Ouais, non. Moi, j'ai mis la main à la pâte. C'est bien. Non, clairement, j'ai mis la main à la pâte. Et ensuite, non, les gens... Enfin, je sais que maintenant, mes ouvriers se rendent vraiment compte, et même au-dessus, qu'une femme sur un chantier, ça apaise. Il n'y a aucun rapport de force avec les hommes. Et du coup... et en plus, ils se tiennent devant nous, clairement. Plus que s'ils étaient sûrement que entre hommes. Donc non, moi je sais que tous mes ouvriers actuellement me disent que vraiment ça leur fait un bien fou d'avoir une femme sur le chantier. Et en même temps, on peut comprendre que ça ait un petit effet répulsif pour certaines femmes qui n'auraient pas eu le courage de bétonner comme vous ou qui n'ont pas la même patience. Ce qui explique d'ailleurs qu'il y ait un certain nombre de femmes qui quittent les métiers d'ingénieur. Oui, après il y a aussi quelque chose, je pense qu'on s'en fait quand même une mauvaise idée au niveau du confort. Les cantonnements, c'est plus comme avant. On a le chauffage. Moi, j'ai un frigo, une gazinière. Non, mais on a des douches. L'Algeco moderne est confortable. Oui, voilà, c'est plus comme avant. Enfin, on travaille dans un lieu très confortable. Donc, oui, je pense que les gens en ont aussi une mauvaise image. Donc, faudrait quand même dire, voilà, au début, aux jeunes filles, persévérer. Parce qu'après, moi, je suis très épanouie et j'adore vraiment mon métier. Ouais, moi, je suis assez curieuse. J'avais 2 questions. L'une, c'était la réaction de votre hiérarchie par rapport à ce qui se passait sur vos chantiers avec les hommes dont vous aviez la responsabilité. Et j'aurais une deuxième question, parce que vous avez fait écho aux questions de confort. Est-ce que, comme nous n'avions pas l'habitude de voir des femmes sur les chantiers, il y avait des choses qui n'étaient pas prévues en termes d'installation? Oui. Tout à fait. Normalement, si on a une femme, il faut avoir une douche supplémentaire et des toilettes supplémentaires, par exemple. Donc non, bien sûr. Moi, je sais que j'ai été sur des chantiers très petits où ils refusaient les femmes ouvriers. Moi, j'ai mon bureau avec mes sanitaires et j'ai pas besoin de prendre de douche. Mais ils refusaient les femmes ouvriers parce qu'il fallait mettre un cantonnement supplémentaire. Et qui dit un cantonnement, c'est pour 26 personnes. Donc forcément... Voilà, les femmes, clairement, on essayait de ne pas en prendre dans les équipes, d'ouvriers en tout cas. Et pour la réaction de ma hiérarchie, pardon, et ben justement, il y en avait un à qui c'était impossible. Il était là il faisait respecter les quotas au niveau du handicap de l'entreprise. Il s'occupait juste de ranger le conteneur, et du coup, il rangeait jamais le conteneur. Et lui, il était intouchable dans l'entreprise. Donc, ils m'ont dit, laisse-le assis, attends. Et puis, à un moment, le chef de chantier, quand la situation s'est améliorée, il lui a dit que c'était plus possible qu'il partait si jamais il restait assis. Mais il a fallu quand même que je me mette le chef de chantier dans la poche avant que l'autre se lève. Petite parenthèse pour dire malgré tout que certaines réactions ont la vie dure. Réaction de votre père, ingénieur comme vous, quand vous lui dites que vous partez dans le secteur de la construction. Mon père m'a plus parlé. Mon père, il a créé son entreprise d'informatique juste avant ma naissance. On est beaucoup d'enfants, mais je suis la seule qui a fait ingénieur. Donc, il me voyait déjà reprendre le flambeau le moment où je suis rentrée en école d'ingénieur. Enfin, par Lyon, en filière scientifique, en maths sup, maths spé, il s'est frotté les mains, quoi. Il a dit, ça y est, je sais à qui je vais donner le bébé. Et non, pas du tout. Je lui ai dit que je partais dans le BTP. Alors là, il m'a pu parler. Et après, il s'est renseigné un peu sur mon école. Il a vu que on pouvait faire quelque chose de bien après, et que j'étais pas foutue financièrement pour le reste de ma vie. Et non, il est revenu vers moi après. On l'espère quand même, effectivement. Le monde de l'entreprise évolue, Nicolas Jachier, malgré tout. Et Gis, vous en êtes un très bon exemple. Ça change un petit peu au sein de ces entreprises. Et comment on fait pour que ça change un peu plus vite? Vous avez quand même mis en place un certain nombre de choses. Oui, ça change, mais ça change lentement. Donc il ne faut surtout pas s'arrêter. Alors, il y a des dispositifs collectifs. Bon, il y a des accords d'ailleurs. On a plusieurs accords successifs collectifs signés avec les organisations syndicales, avec un certain nombre de dispositifs. Bon, ça règle les grands objectifs, les augmentations, les promotions, etc. Bon.
les dispositifs aussi sur l'équilibre vie professionnelle et vie personnelle. J'ai toujours du mal à en parler parce que pour moi, ça doit s'appliquer aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Alors voilà, ça peut être attractif. Un congé ça peut aussi favoriser la carrière des même. femmes, des hommes qu'on a chez nous. Enfin, carrière ailleurs d'ailleurs. Mais bon. Et puis, il y a aussi des choses, j'allais dire, qui se font plus à la main. Donc, il faut qu'il y ait un, comme on dit en anglais, un tone from the top. Enfin, il faut que, voilà, moi mes réunions de cadres dirigeants, mes vœux, etc., j'en parle chaque année. D'ailleurs, si j'en parlais pas, ce serait remarqué. L'exemple du patron, ça voilà. doit aussi... Alors, bon. Ou de la patronne. Voilà. Et donc, organiser des revues de cadres à potentiel, etc., avec un accent particulier sur les cadres féminins, prévoir un peu sur le moyen long terme, parce que du jour au lendemain, on peut dire, voilà, on bascule, on met la moitié des patrons de business unit hommes, ça sera artificiel, ça sera pas compris, ça sera, voilà. En revanche, préparer des carrières, voilà, c'est bon. J'ai un exemple de quelqu'un que je vais bientôt nommer à la tête d'une division technique importante, qui est dans cette discipline depuis longtemps, qui est arrivée dans le groupe il y a une douzaine d'années. À l'époque, elle avait moins de 30 ans. Son patron m'en avait parlé. Je ne la connais pas personnellement, je la situe. Elle a été brillante techniquement. Elle a été un grand prix de l'ingénierie, puisqu'on est un ancien de Syntec ingénierie. Bon, elle va bientôt être nommée. Je la suis de loin depuis longtemps. Mais on ne s'est jamais parlé directement. Elle est venue me voir récemment à une réunion en disant, vous savez, je suis candidate. Elle dit, oui, je sais, mais vous savez, je vous suis du coin de l'œil depuis une dizaine d'années, mais on ne s'est jamais directement parlé. Mais ça, c'est des efforts à la main. Et puis, il faut inciter mes collaborateurs directs à, pareil, systématiquement challenger toutes les candidatures sur les postes qui relèvent d'une nomination à mon niveau. Je demande qu'il y ait sur la liste de candidats enfin quelqu'un au moins chacun des deux sexes. Voilà. En général, pour les ingénieurs, c'est un peu forcé pour qu'il y ait une femme, mais il peut y avoir d'autres fonctions. Dans d'autres fonctions qu'ingénieur, ou c'est l'inverse. Enfin, mais quel est l'homme qu'on peut mettre sur la liste de candidats? On fait d'ailleurs aussi pareil pour les étrangers, parce qu'on a un groupe très international, mais qui reste très français dans son encadrement. Bon, voilà. Donc il faut... Puis si la femme qu'on a mise sur les deux candidates, elle n'est pas prise cette fois-ci, on lui a donné une visibilité, on lui a donné l'occasion de réfléchir à son parcours, on la voit mieux, et puis voilà, le coup d'après, peut-être que elle aura l'opportunité de progresser. Donc c'est vraiment du travail de longue haleine. Voilà. Et puis c'est aussi des réflexes quand on constitue une réunion. C'est pas seulement les panels, mais voilà, on fait un comité c'était il y a quelques années sur le nouveau business. Alors celui qui est responsable de ça vient me voir et dit, voilà, j'ai vu des gens de différentes compétences, différents métiers, différentes sociétés du groupe, etc. C'est très équilibré. Oui, non, c'est bien, effectivement, mais il manque quelque chose. Puis, il a mis un quart d'heure et faire comprendre qu'il n'y a pas de femme dans son comité. Voilà. Donc c'est des anecdotes, mais je pense que ça fait un peu avancer les choses quand même, de montrer ce genre de choses. Parce qu'il y a quand même un constat empirique qu'on est obligé de faire. Alors, pardonnez-moi, je vais employer cette expression qui est devenue tarte à la crème, de plafond de verre, mais les femmes osent moins, souvent au sein de l'entreprise, y compris dans une entreprise d'ingénieurs, demander. Cette collaboratrice est presque une exception qui est venue vous dire qu'elle était candidate. Il y a quand même ça, Céline Calvez, et puis Salomé, on en parlera parce que on revient à vous aussi là-dessus. Alors le plafond de verre, l'autocensure, on l'entend. Moi, je le supporte de moins en moins, en fait. Je le supporte parce que quand on dit l'autocensure, ça voudrait dire que c'est la femme qui s'autocensure comme ça. Non, en fait, à un moment, on lui a tellement mis dans la tête qu'elle n'avait pas à aller là ou là ou là, qu'elle l'a intégré. Mais en fait, elle ne s'auto-censure pas. C'est la société qui l'a censurée. Bon. Moi, je suis très, très contente de vous entendre, justement, parler de l'exemplarité de ce que doit être, et à toute occasion, tout discours, ça doit venir d'en haut. Si ce n'est pas rappelé sempiternellement, la vigilance contre la traduction dans toutes les strates de l'entreprise, elle n'est pas à 100%, et du coup c'est là où les petites remarques reviennent, le fait que, comme vous le dites, dans une réunion, on se dit ah, tiens, il y a un truc qui... Ah bah non, en fait... Ah bah oui, il n'y avait pas de femmes, je m'en étais pas aperçue. À partir du moment où vous chaussez ce qu'on appelle les lunettes de l'égalité, c'est-à-dire que vous allez le voir tout le temps. Et vous allez voir surtout les inégalités et la non-présence de femmes. À partir du moment où vous questionnez et que vous faites questionner vos interlocuteurs, ils vont eux-mêmes le dire. Mais je peux vous dire que dans le milieu de l'entreprise, que moi j'ai bien connu, parce qu'avant d'être députée, j'en ai connu un certain nombre, ou dans le milieu politique encore,
il faut toujours le rappeler. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est acquis. Pas vraiment. Donc l'exemplarité, elle doit être là. Et sur l'accompagnement justement des jeunes à haut potentiel, ou en tout cas, vous avez raison de dire, sur 10 ans, on a une attention. Il faut les multiplier, ça. Il faut multiplier cette attention. Faire qu'on ait à chaque fois un CV, enfin une candidature homme et une candidature femme pour chaque poste. Autrement, on n'étudie pas les candidatures. Ça, c'est une exigence qui est très importante, que vous pouvez faire intégrer dans vos services RH, parce que ce n'est pas encore le cas. C'est pas encore le cas. Salomé, est-ce que vous osez? Moi, pendant les 5 premières années, j'ai pas osé demander ni d'augmentation, ni de promotion. Et j'ai eu le strict minimum, hein, je crois que c'était 0,8% ou je sais plus. Et j'ai changé d'entreprise. Je suis aujourd'hui chez Arcadis. Et là, ça fait 2 ans que j'ai demandé conseil à mon compagnon et à mon père, donc des figures très masculines, sur ce que je vais aller. Ils m'ont poussé à demander, et à chaque fois, j'ai eu ce que j'ai demandé. Et sincèrement, c'était... Même moi, j'y croyais pas. Je leur disais, mais non, je peux pas demander tout ça, vous vous rendez compte? 20%, c'est pas possible. Non, mais je leur disais, c'est pas possible, en fait. Non, mais moi, je veux pas ça. Ils me disaient, mais demande ça, de toute façon, tu l'auras pas, tu auras un peu moins. Et en fait, si, là, j'ai eu à chaque fois ce que j'ai demandé. Et en fait, on n'ose pas, on n'a pas confiance en nous. Et là, on revient sur un système je pense, de marrainage ou de mentorat qui peut être bien dans les entreprises. Si on a des femmes avec des postes à responsabilité, qui ont réussi à monter, qui ont assez confiance en elles, qui marrainent des jeunes, des juniors, pour un peu les pousser à demander finalement ce qu'elles valent, ça peut être une bonne chose à faire dans les entreprises. Franck Young, vous me disiez que vous surveillez d'ailleurs si cette égalité homme-femme est respectée, même 3 ans après la sortie de l'école. On a un observatoire, et donc jusqu'à 3 ans après, on constate quand même plutôt une bonne égalité entre hommes-femmes, également en termes de rémunération, en fait. Donc ça, c'est plutôt important. Et j'avais aussi une observation à faire, c'est que je pense qu'il y a les entreprises forcément qui ont un rôle très important à jouer, mais peut-être aussi les associations d'anciens qui peuvent aussi mettre en place un peu des figures tutélaires. Et c'est important d'avoir aussi cette forme un peu de parité, qui est aussi des exemples de carrière très réussis, qui permettent aussi à des jeunes qui commencent aussi à demander conseil auprès de ces personnes-là, en fait. Et des écoles elles-mêmes, non? Peut-être comme la vôtre. Est-ce que il n'y a pas de cours pour enseigner l'égalité homme-femme, bien sûr, dans une école d'ingénieurs, mais pourquoi pas? Et pourquoi pas, oui. Cela pourrait. Mais on fait par exemple attention, notamment on a quand même beaucoup de pédagogie par projet, et on veille effectivement à ce qu'il y ait quand même une bonne égalité aussi dans les groupes, une bonne mixité, et donc je pense que ça donne aussi des choses beaucoup plus intéressantes en termes de créativité. Alors, dans le quart d'heure qui nous reste, parlons de ces métiers d'avenir, dont Chiara Corazza a parlé d'ailleurs au tout début, et qui montre aussi que la galaxie du métier d'ingénieur est infiniment plus variée que l'image d'Épinal qu'on peut en avoir parfois dans le grand public, et qui pourrait tout naturellement attirer des femmes, puisque, on l'a dit tout à l'heure, les femmes sont souvent plus attirées par des métiers utiles, par des métiers liés au développement durable, à la protection de l'environnement, etc. Comment se fait-il qu'on le sache si peu, Céline? Alors, si on prend les métiers scientifiques, ce qu'on a pu constater, par exemple dans les études de médecine, vous avez plus de femmes, et pourtant c'est hyper compétitif, et elles y vont, parce que je vais sauver des gens. Mais en fait, il suffit aussi de leur dire, mais tu peux sauver des gens, mais peut-être aussi en empruntant d'autres filières. Tu peux sauver des gens en étant ingénieur dans le bâtiment et en pouvant construire des bâtiments antisismiques quand tu es sur une faille. Tu peux, parce que tu sauras programmer, suivre une épidémie et éviter qu'elle se propage. Voilà. Donc de dire que dans l'utilité, ce n'est pas forcément que là. Alors, en même temps, on pourrait nuancer en disant « Oui, enfin, toutes les femmes ne veulent pas être utiles ». Parce que ce serait un stéréotype. Et certains hommes peuvent vouloir l'être aussi. Voilà. Ce serait un stéréotype de de dire « Oui, mais les femmes, vous voulez être utiles ». Enfin, voilà. Donc, il faut à chaque fois qu'on se questionne, vous voyez, à chaque fois sur nos propres stéréotypes. Donc, de montrer que demain, par les sciences, c'est là où on va répondre aux défis de la planète, de ses humains, de sa nature,
de sa pérennité. Et donc que les questions qu'on se pose aujourd'hui pour la sauver, eh bien, c'est par les sciences, qu'elles soient dures ou molles, qu'on va pouvoir aussi les trouver. De montrer qu'en fait, et là ça rejoint quelque chose de beaucoup plus vaste, qui est le lien entre la science et la société. Quelle place je fais en science? Quand aujourd'hui vous avez tellement de fausses informations qu'on n'arrive pas à avoir une logique pour pouvoir bien les analyser, c'est peut-être qu'on a perdu un certain lien, nous-mêmes humains, avec la démarche scientifique. Donc c'est beaucoup plus global, c'est quelque chose qu'on va pouvoir voir avec la loi de programmation pluriannuelle de la recherche dont je parlais tout à l'heure. Donc les sciences sont une manière de voir le monde, sont une manière d'agir sur le monde. Peut-être que là, à partir de ce moment-là, je montre un intérêt autre. Et puis, plus spécifiquement sur l'ingénieur, c'est que justement, de par sa diversité, je peux intervenir à tellement de niveaux que c'est insondable comme route possible. Donc, les rôles modèles doivent être convoqués pour illustrer ce que peuvent apporter ces carrières-là. Et elles peuvent être fun, elles peuvent conduire à des métiers utiles, elles peuvent me faire voyager à l'autre bout du monde. Moi, j'ai eu des jeunes filles qui étaient très... parce qu'elles voyaient des femmes qui avaient traversé la planète grâce à leur métier. Eh bien, voilà, c'est trouver à chaque fois dans ces métiers scientifiques les différents angles d'épanouissement qu'ils apportent. Et là, on arrivera à décrocher leur intérêt. Donc le cliché de la science sans conscience a vécu. Nicolas Jachier, vous y tenez beaucoup aussi, c'est-à-dire qu'il y a une variété de métiers qui n'est pas assez connue. Oui, elle n'est pas assez connue. Bon, il nous appartient de communiquer, de montrer, de montrer de façon attractive, sans non plus raconter des fariboles. Donc il faut, voilà, on est quand même dans des choses sérieuses. Et puis il y a une attente. Voilà, on dit on va sauver la planète. Oui, je pense que c'est vrai. On apporte beaucoup de choses pour sauver la planète, mais c'est basé sur des vraies compétences et sur du travail. C'est pas juste du fun, même si on peut trouver du fun dans le travail. Donc voilà, il faut communiquer. Que dire d'autre? Qu'est-ce qui est attractif, peut-être davantage pour des femmes que pour des hommes dans vos métiers, qui sont très variés? Si on est très concret. Très, très concrètement, nous, on a plus de femmes dans les métiers environnement, l'ingénierie de l'eau. Il y a plus de femmes que dans le génie civil ou dans les systèmes. Voilà, donc, quand on est plus dans le béton ou dans les systèmes informatiques, électroniques, là, il y a moins de monde. Bon. Ça contribue aussi à l'amélioration générale du cadre de vie et voilà, et celles qui sont motivées, etc. Donc, voilà, il ne faut pas tomber dans le stéréotype. Donc, dire voilà, on va attirer les femmes chez nous en mettant en avant nos métiers d'environnement uniquement. Voilà, il faut montrer tous nos métiers sont ouverts, aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Enfin, vraiment, il n'y a aucune possibilité physique, etc. Voilà, on peut aussi faire des parcours. Il y a besoin de spécialisation, mais voilà, à un certain niveau de direction de projet avec beaucoup de disciplines en dessous, voilà, on peut faire monter des gens, des disciplines où il y a plus de femmes aujourd'hui. On a aussi des métiers de conseil, enfin, où on n'a pas seulement des ingénieurs, hein, donc plus de consultants. Là, il y a une proportion de femmes plus importante, mais on peut les faire passer sur des métiers de direction de projet, enfin, voilà, sans avoir aussi un background scientifique. Donc il y a un mix au cours d'une carrière. On ne reste pas complètement enfermé dans sa spécialité, même si la légitimité technique reste importante. Hein, j'évoquais un exemple tout à l'heure de quelqu'un qui ne pouvait être promu à un rôle de manager que là, dans ce métier-là, il faut avoir la légitimité technique. Donc là aussi, c'est un peu à la main que ça se fait. Petite parenthèse avant de continuer sur ces métiers d'avenir. C'est quoi l'importance pour une entreprise comme la vôtre d'avoir des femmes? Il y a aussi un intérêt économique dans un secteur qui est en pleine expansion et où on ne trouve pas forcément une main-d'œuvre aussi facilement que ça. Oui, bien sûr. Non, mais là les valeurs et les objectifs économiques se rejoignent tout à fait. C'est pas seulement pour l'entreprise, mais c'est pour tout le secteur. On est plutôt en pénurie de talent. C'est vrai en France, c'est vrai dans plein d'autres pays. Hein. On est plutôt en pénurie de talent. On ne forme pas sans doute pas tout à fait assez d'ingénieurs. Et donc, pour former plus d'ingénieurs, il faut y attirer plus de femmes. Donc c'est aussi l'intérêt de l'entreprise d'attirer davantage de femmes.
Salomé, la variété, même si vous êtes dans la construction, je le rappelle, la variété de ces métiers, peut-être en discutant, et vous, en étant une future marraine, qu'est-ce que vous irez dire, puisque Corazza vous a recruté, hein, donc de toute façon, c'est fait. Qu'est-ce que vous irez dire aux jeunes filles qui n'ont pas encore passé le bac, qui permettrait de les attirer vers ces métiers-là? Moi, je leur dirais d'oser déjà parce que c'est difficile de se lancer et puis après de persévérer. Mais surtout, je dirais que là, si je coupe grossièrement, il y a vraiment des métiers d'avenir vers lesquels les femmes auraient tendance à se diriger, donc climat, environnement, hydrologie. Mais on en revient au sujet du départ. Vu que le métier d'ingénieur n'est pas connu, elle ne se dirige pas forcément vers les filières d'ingénieurs pour faire ce métier. Donc, si on arrive à inclure un programme de formation, si on arrive à inclure dans la formation, par exemple au collège ou au lycée, un module sur ces sujets qui sont en fait des sujets d'actualité, en leur montrant, cela pourrait montrer du coup aux jeunes filles qu'en faisant ingénieur, elles peuvent traiter de ces sujets. Donc ça serait pour les sujets déjà qui leur plairaient de base. Ensuite, il y a les autres métiers comme le numérique. Ce qu'on disait, ça les attire pas du tout. Enfin, c'est une généralité, mais c'est ce que montrent les chiffres. Là, il faudrait, je pense, avoir plus d'ambassadrices qui ont réussi dans ces domaines, donc des ambassadrices qui ont réussi dans le domaine, par exemple, du numérique, du digital, qui passent dans les écoles en montrant que ce domaine peut être très féminin, en réalité. Voilà. On revient sur cette question de l'image, il faut quitter cette image soit du geek binoclard, soit de l'ingénieur un petit peu austère avec ses bretelles. C'est ça qui est important, Céline Cablaz? C'est important et on a déjà des rôles modèles. En France, moi j'ai eu l'occasion ces derniers temps d'en rencontrer beaucoup et qui poussent même plus loin le fait de témoigner au modèle. Je pense à Dipti Chander, qui a fondé une association pour la mixité dans le numérique. Je pense à Aurélie Jean, qui est numéricienne et qui, toutes les deux, passent beaucoup de temps justement à porter ce rôle de rôle modèle, de témoin, en disant regardez, j'ai plutôt l'air d'une jeune femme épanouie et j'ai fait ça comme étude et vous aussi vous pouvez le faire. Là où Dipti Chander va encore plus loin, c'est qu'elle va dans les écoles initier les jeunes filles et les jeunes garçons au code. Et donc, elle-même va venir, pas seulement parler, mais leur donner un bout de savoir, leur mettre le pied à l'étrier. Et vraiment, ça, pour moi, ça fait une vraie différence. Et il faut qu'on puisse le multiplier à toutes les échelles des écoles. Les rôles modèles existent. Il faut leur donner du temps dans les médias. Il faut pouvoir leur laisser du temps quand elles sont en entreprise. Il faut les faire venir dans l'école. Et comme ça, on aura du temps. Parce que le fait d'être rôle modèle peut avoir un effet pervers. Quand vous discutez avec des chercheurs femmes, elles disent moi c'est super, comme on m'invite à des conférences parce que sur le panel il faut des femmes, on m'invite à faire du mentorat, j'ai plus le temps de publier. Je n'ai plus le temps de publier. Or, aujourd'hui, les avancements de carrière se font plutôt sur les publications scientifiques. Donc il ne faudrait pas non plus que ce rôle d'avocate, de rôle modèle, se retourne contre elle. Il faut qu'on puisse, et ça c'est une piste, vraiment considérer que le mentorat, la participation aux conférences puisse être reconnue comme une contribution à la science et que les carrières ne doivent pas uniquement se construire, et ce n'est pas le cas, mais sur les publications. Voilà, c'est très important de pouvoir ne pas tomber dans une sororité qui se retournerait contre les sœurs qui sont volontaires. Vous parliez de religion. Lisez son dernier livre qui vient de sortir sur l'intelligence artificielle, qui est remarquable. Il est presque 19h et je proposerai à la salle d'ailleurs de vous poser quelques questions en attendant la secrétaire d'État sur la variété. On va boucler la boucle sur la variété de ces métiers. Vous, en tant que patron d'école, comment vous pouvez attirer davantage de femmes en leur disant « ça n'est pas ce que vous croyez, le métier d'ingénieur. Il y a aussi... » Et ça, c'est à vous de dire. Bon, déjà, je rejoins quand même déjà ce qui a été dit, c'est-à-dire sur les grands enjeux, que ce soit écologique, c'est quand même un facteur de motivation très, très, très important. Maintenant, quand je questionne des jeunes élèves qui sont chez moi, un des autres éléments peut-être qui les a vraiment intéressés, attirés, c'est que de plus en plus, disons dans l'ingénierie, on est aussi dans la fabrication d'objets
complexe, où l'ingénieur est aussi intégrateur, et avec une prise en compte aussi disons, des besoins usagers beaucoup plus forts que ce qui existait peut-être il y a une vingtaine, trentaine d'années, où disons, il y a une politique beaucoup plus descendante, où disons, il y avait un objet qui était conçu, qui était ensuite réalisé, exploité, tandis que là, il y a un besoin d'interagir avec beaucoup plus d'acteurs, et beaucoup se sentent quand même très à l'aise aussi avec cet aspect plus complexe, mais aussi beaucoup plus stimulant, parce qu'il y a un retour aussi des usagers plus important. Dernière petite question, est-ce que dans la toute dernière génération, on a les gamins qui ont 14-15 ans aujourd'hui, on sait qu'ils ont un rapport au genre qui est très différent peut-être de celui qu'on a pu avoir nous à l'époque, qui font beaucoup moins de clivage entre les hommes et les femmes. Est-ce que c'est à travers ça que ça va peut-être changer aussi, Céline Calvez? Ouais, moi, je suis maman d'une petite fille de 7 ans. Alors, c'est un peu mon cobaye, c'est malheureux. J'espère qu'elle ne va pas se retourner contre sa créatrice. Je trouve que nous avons dans les éditions jeunesse et les jeux beaucoup de progrès de fait. Presque un trop-plein. C'est-à-dire que les figures féminines qui étaient absentes des livres sont maintenant... Trop présentes. Presque. Il ne faudrait pas qu'on ait un effet de repoussoir après, parce qu'on n'a eu que des livres sur, je sais pas, Rosa Parks, Frida Kahlo et Marie Curie. J'ai l'impression que la bibliothèque de ma fille en comporte beaucoup. Mais peut-être parce que c'est votre fille. Non, oui, mais une déformation aussi. Mais vous avez raison. J'ai une déformation. Je regarde beaucoup ça. Hein. L'idée de la recommandation sur les jouets aussi, c'est parce que moi je l'ai vécu en cherchant un jouet scientifique pour ma fille, et que la première fois on m'a dit ah bah oui c'est vrai, on n'avait pas remarqué, il n'y avait pas de petite fille dessus. Et la deuxième fois on m'a dit ah bah non, mais pour les filles il n'y a pas de microscope, mais par contre il y a ça en me montrant un cahier de coloriage. J'étais juste atterrée. Donc il y a cette ambiance, on va dire, culturelle qui est là. Par contre, là où on a encore des progrès à faire, à l'école, dans les cours d'école, on a encore pas mal d'exemples où les cours d'école sont occupés par ceux qui jouent au foot, et ceux qui jouent au foot sont les garçons, parce que les filles ne jouent pas au foot. Et on mesure quand même déjà que la Coupe du Monde qui était organisée en France a modifié les choses. Il faut maintenant qu'on traduise cette présence féminine dans la littérature jeunesse en actes dans les cours d'école par les plus jeunes. Salomé, représentante d'une génération jeune, mais plus si jeune en tout cas, pas le même âge que la fille de Madame la députée. Moi, je jouais au foot dans la cour de récréation. Donc, on aurait pu finir par s'en douter. Hein. Donc du coup, non, moi j'avais toute la place, donc je peux... Est-ce que vous percevez sur les plus jeunes générations une évolution de ce rapport au genre qui est peut-être de nature à rendre optimiste, je ne sais pas. Oui. Moi, je trouve même qu'on arrive... là, en ce moment, on pousse même la chose un peu plus loin, avec les gens qui se disent non-binaires, qui n'ont pas de genre. Donc non, si, je trouve que... En tout cas, ça évolue. Après, je ne sais pas où ça va nous mener, mais en tout cas, il y a des choses qui bougent. Vous le constatez, vous, peut-être, à travers vos générations d'étudiants qui passent? Est-ce qu'il y a un changement de mentalité? J'ai l'impression, j'ai 3 ans d'expérience en tant que directeur, mais non, il y a plutôt une stabilité avec un peu ces thèmes récurrents qui reviennent, que ce soit effectivement sur les questions environnementales. Non, il y a plutôt une stabilité en termes de motivation et de positionnement. En fait. Nicolas Jachier, avant que je propose... Pas forcément des choses originales à dire. Oui, il y a une évolution. Moi, j'ai été très fier d'offrir une voiture à l'une de mes petites filles, là, il y a Noël récent. Une vraie voiture, en plastique. C'est là le problème, c'est qu'elle était très girly. D'accord. C'était une voiture, mais je pense que je n'aurais pas offert à un garçon. Donc voilà, ça progresse, mais une voiture rose. Un peu, ouais. Bon, voilà. Non, simplement, je crois qu'il y a des progrès. Après, dans des milieux qui sont peut-être un peu plus éloignés de nous, mais moi, ce que j'entends de ce qui se passe dans un certain nombre de lycées, dans des zones difficiles, etc. Voilà, je ne suis pas sûr que l'égalité homme-femme progresse vraiment dans le bon sens. Hein, donc, on va revenir sur une forme de fracture qu'il y a dans le pays, mais ça, c'est un autre débat. La ministre devrait être là dans 5 minutes environ. Vous avez donc tout le loisir de poser les questions que vous avez envie de poser. En attendant qu'elle arrive, c'est aussi un échange avec vous. Il vous suffit de lever la main. Ben voilà, bravo, vous êtes la première. Levez-vous, parlez fort. Je suis confus, je ne suis pas certain qu'on ait des micros, mais je suis sûr qu'on va vous entendre.
Alors, soyons pratico-pratiques, effectivement, comme le suggère notre ami dans la salle. Nicolas Jachier, du coup Il n'y a pas de recette miracle. Il faut apporter une attention particulière aux candidatures féminines, s'efforcer d'en susciter dans l'image qu'on donne de l'entreprise, les publications, celles qui sont destinées aux étudiants, et plus largement les publications, largement évidemment sur les réseaux sociaux, sur Internet, etc. Quelle image donne l'entreprise? Donc, est-ce qu'il y a des figures féminines? Enfin, voilà, c'est des tas de petites choses. Voilà, et donc, ce qui fait que je pense que nous, on arrive à avoir un taux de recrutement un peu supérieur à la population d'ingénieurs qui sortent de l'école. Voilà. Vous êtes à quoi, 37%? On est, alors, globalement, en effectif, pour l'ensemble en France, du groupe Aegis, on est à 37%. Sur l'ensemble de l'ingénierie, je crois qu'on est à 30%. Ça, c'est catégorie ingénieur et autres, hein, donc tous les métiers support, etc. Technicien. Alors, pour le coup, technicien, c'est encore plus masculin que les ingénieurs. Bon. Et au niveau ingénieur, on doit être à 30%. Sur l'ensemble des ingénieurs en France, ça doit être 22%. Mais voilà, mais bon. Alors évidemment, c'est un peu plus dans les métiers type environnement. Voilà. Et c'est donc un effort au niveau du recrutement et au niveau des carrières ensuite. Hein. C'est l'un et l'autre. Mais il reste un peu de chemin à faire, on l'a vu. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Je suis sûr qu'il y en a d'ailleurs. Mais qui va lever la main? Une femme, bien sûr. Non. Ou un homme? Pourquoi pas? Oui, une femme. Oui, alors déjà, justement, je trouve qu'on n'a pas assez souligné qu'il existait beaucoup de choses qui existaient. Elle bouge, femme ingénieure, il y en a beaucoup qui font déjà des choses, justement, qui sont déjà des ambassadrices pour les métiers de l'ingénierie. Ce qui serait bien, en revanche, on en discutait la dernière fois, c'est peut-être imposer une journée pour tous les âges, que ça irait du primaire jusqu'au lycée, ou une journée dédiée aux stéréotypes pour pouvoir justement les repérer, de décryptage, où toutes ces associations auraient plus de visibilité au moins un jour dans l'année. Je pense que ce serait une bonne idée. Et pour votre question, je serais ravie de m'entretenir avec vous après. Dans votre ancien lycée. Anne Zimmermann, que je remercie au passage de Syntec Ingénierie, m'a montré sa main comme ça, avec les 5 doigts, ce qui, je pense, veut dire que la ministre sera là dans 5 minutes, ce qui signifie qu'on peut encore prendre une ou deux questions, si vous le souhaitez. Oui ?
Je vous laisse répondre en quelques secondes, puisque Madame la ministre est en train de descendre les escaliers. On va vous laisser la parole dans quelques instants. On va simplement clore ces débats passionnants. J'en profite pour vous remercier pour la qualité de vos interventions. Et ensuite, on laissera la secrétaire d'État s'exprimer. Céline Calvaz. Je vais être très rapide. Enfin, l'idée d'avoir une journée nationale qui soit consacrée à la lutte contre les stéréotypes, c'est très bien. Il y a plein de programmes qui existent aussi. Sur la difficulté, est-ce que quand on dit lâcher les élèves, moi, ce que j'ai pas compris, c'est est-ce que c'est le secondaire qui n'arrive pas à lâcher ses élèves pour qu'ils viennent? Voilà. Donc, alors ça, moi je crois beaucoup dans ce qui a été mis en place là pour accompagner l'orientation. En fait, maintenant au lycée, vous avez un module de 54 heures qui est compté sur les heures et qui peut être dispatché soit de manière hebdomadaire, soit voilà, on fait une grande journée, qui normalement est dédié principalement à l'orientation. Donc en fait, l'idée c'est que l'éducation nationale, la région et tous ceux qui facilitent ce type de rencontres-là, ils puissent nourrir ces 54 heures. Pour l'instant, c'est tout neuf. Je peux vous dire qu'en ayant discuté avec certains proviseurs, c'est pas complètement intégré. Mais c'est notamment ces vocations-là. C'est que de permettre aux élèves de sortir pour rejoindre ces événements ou pour permettre d'ouvrir davantage les portes à ceux qui peuvent témoigner des parcours exemplaires et intéressants qu'ils ont faits. C'est vraiment ça. Voilà, s'il vous reste des questions, je pense que pendant le temps du cocktail, vous pourrez sans doute y répondre, ou en tout cas les poser à nos intervenants, que je remercie chaleureusement. Je pense que vous pouvez les applaudir. Merci pour ce débat. On vous laisse la place, Madame la Ministre. Merci d'avoir affronté les embouteillages parisiens pour venir jusqu'à nous. Bonjour à tous et toutes. Je suis heureuse de voir des visages connus, d'ailleurs à différents moments de ma carrière professionnelle. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour clôturer cette rencontre sur la féminisation des carrières techniques et scientifiques, organisée par Syntec Ingénierie, que je remercie. Parce que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, en tant que femme, en tant que mère et en tant que ministre de l'économie et particulièrement en charge de l'industrie. Ça paraît assez évident. Au début de son mandat, le président de la République a adressé un signal fort en faisant de l'égalité entre les femmes et les hommes la grande cause du quinquennat, marquant une volonté de rompre avec une situation et des pratiques qui sont objectivement aujourd'hui assez peu acceptables lorsqu'on les regarde froidement. Et même si ça progresse, on le voit, à chaque fois que l'on le mesure, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Aujourd'hui, nous sommes au cœur d'une nouvelle révolution industrielle qui voit émerger des innovations de rupture comme l'intelligence artificielle. Les ingénieurs sont ceux qui vont changer le monde durablement. Les femmes sont à la marge de ces changements structurant. Moi, il y a un chiffre qui me terrorise aujourd'hui. Quand bien même on voit progresser la place des femmes dans l'économie ou dans des équipes dirigeantes, c'est que 90% des algorithmes qui sont aujourd'hui codés le sont par des hommes. Et vous savez que la résultante de ça, c'est qu'en intelligence artificielle, en reconnaissance faciale, il est beaucoup plus difficile de reconnaître un visage de femme qu'un visage d'homme. Et la deuxième... d'ailleurs qui n'est pas complètement surprenante, c'est qu'il est encore plus difficile de reconnaître un visage de femme de couleur noire. Tout est dit. C'est-à-dire on ne sait faire que ce qu'on connaît bien. Et donc, même dans les algorithmes, on projette ce qu'on est. Ce qui est normal. Je veux dire, ce n'est pas une critique, c'est simplement un constat. Or là, on est en train de fabriquer des boîtes noires dans lesquelles les femmes, aujourd'hui, n'ont pas leur place. Ce constat, on ne peut pas l'accepter. Je ne peux pas l'accepter. À l'aube de 2020, les femmes sont encore trop peu représentées dans les carrières scientifiques et techniques et sont victimes de préjugés, de stéréotypes. Vous en avez parlé. Les chiffres de la sous-représentation des femmes dans l'industrie sont très clairs. Le taux de féminisation de l'ensemble de l'industrie, quelles que soient les positions, reste stable à 29% depuis maintenant 10 ans. Quand de l'autre côté, on sait que 150 000 emplois sont non pourvus dans l'industrie, on est en droit de se dire qu'il y a un problème. Quand je dis 150 000, c'est les 50 000 qui sont visibles et ceux qui ne sont pas ouverts parce qu'on sait qu'il n'y a pas de candidats. On ne peut pas se priver de ce vivier de talent, c'est un enjeu aussi de compétitivité pour la France. Le constat est le même dans le secteur du numérique, secteur tout aussi capital pour notre industrie. Il y a un peu moins de 33% des femmes qui y travaillent, contre 53% dans le reste de l'économie.
Cette situation commence d'ailleurs bien avant la rentrée dans la vie professionnelle. La segmentation et le manque d'orientation des femmes vers les carrières scientifiques et techniques prennent en partie ses racines dans l'éducation et dans la culture dans lequel baignent les petites filles et les jeunes filles. Au fur et à mesure de leur scolarité, la segmentation ne cesse de s'intensifier. En fin de seconde générale, seuls 30% des filles se dirigent vers la série scientifique S, contre presque 39% des garçons. Donc ça fait quand même un tiers de plus. Dans le supérieur, moins de 20% des élèves intégrant des classes préparatoires de mathématiques, de physique ou de sciences sont des femmes. Et ce chiffre continue à diminuer. En revanche, on s'aperçoit que dans des carrières pourtant très exigeantes comme la médecine, la proportion des femmes augmente. Donc ce n'est pas un sujet de capacité en matière scientifique. Quand on regarde le niveau de sélectivité de la première année de médecine et le niveau qu'il faut avoir en mathématiques, en biophysique et en biochimie, mais on le voit, on a une sous-représentation qui se perpétue et qui soulève des problèmes. Or, les filles ne sont pas moins fortes. Une étude menée en 2008 auprès de 300 000 adolescents dans 40 pays montre que plus l'environnement socio-culturel est favorable à l'égalité homme-femme, plus les filles obtiennent de bons scores aux tests mathématiques. Donc on crée la difficulté à être bon en mathématiques parce qu'on attend d'une fille qu'elle soit moins bonne en mathématiques. Tout ça est parfaitement paradoxal et en termes de gestion des talents, ça détruit énormément de valeur au niveau d'une économie. Non, les femmes ne sont pas moins productives que les hommes. Deuxième élément, les startups mixtes ou fondées par des femmes rapportent 2,5 fois plus à leurs investisseurs que celles dirigées uniquement par des hommes. Vous allez me dire, c'est normal, il y a un biais de sélection. Comme il y en a beaucoup moins qui sont financés pour les femmes, forcément, c'est les meilleurs qui arrivent à émerger. C'est peut-être pas complètement faux, mais que ce soit pour des raisons de sélection adverse ou que ce soit parce qu'au fond, une équipe diverse, et ça aussi, c'est montré par les études académiques, a des meilleures performances. Et la diversité, ça commence par la parité, même s'il faut l'ouvrir aussi à la diversité des parcours académiques, à la diversité des expériences professionnelles et à la diversité des origines géographiques et sociales. On le voit, l'éléphant dans la pièce, c'est l'absence de parité dans les métiers techniques et scientifiques. Et lorsqu'on va chercher la question de la productivité ou de la performance, on s'aperçoit que dans les comités exécutifs où il y a le plus de femmes, on a un écart positif de rendement des capitaux propres de 47%, excusez du peu, et une proportion supérieure de 55% des résultats d'exploitation par rapport à des équipes qui sont uniquement masculines. Face à ces enjeux de mixité au sein des métiers scientifiques, techniques et industriels, il faut avoir le courage politique de changer les choses. Et ce courage politique, il n'appartient pas qu'aux politiques, il est également un courage que l'on doit voir présent dans les entreprises et chez les leaders d'opinion qui sont à la tête des entreprises. C'est pour ça que je te regarde. J'ai souhaité, dans cette optique, mettre en place en mars un conseil de la mixité et de l'égalité professionnelle au sein du Conseil national de l'industrie. Dans ce conseil, il y a une ancienne DRH de grand groupe, Sylvie Lair, ancienne DRH de Schneider. Il y a des représentants des organisations syndicales, des représentants, le patron de l'UIMM, donc qui est quand même qui connaît l'industrie, qui la pratique, qui est à la tête d'ArcelorMittal, une patronne d'entreprise de taille intermédiaire. Et au fond, quand on regarde la conversation qu'on a, on s'aperçoit qu'eux-mêmes sont pénétrés de l'idée qu'on peut aller beaucoup plus loin et qu'on peut prendre des mesures beaucoup plus fortes. Nous nous sommes fixés 3 axes prioritaires d'action. Le premier axe, c'est l'éducation et la formation, de l'enfance à l'âge adulte. Il faut lutter contre les stéréotypes dès le plus jeune âge, et ça commence dès l'enfance, et ça commence par les jouets. Je ne vais pas rentrer sur la charte que nous avons lancée d'engagement volontaire pour une représentation mixte des jouets, mais à un moment où dans les rayons, vous avez un rayon tout rose et un rayon tout bleu, et dans le rayon tout rose, vous avez essentiellement des jouets qui vont finalement porter sur l'interaction
On se raconte des histoires, on les raconte aux poupons, on joue à la marchande, etc. Et on s'étonne 10 ans plus tard que, soi-disant, les filles ont des aptitudes verbales meilleures. Et que dans le rayon des garçons, on va avoir des jeux de construction, etc. Et qu'on s'étonne 10 ans plus tard que les chers petits qui sont entraînés pendant des années ont des aptitudes à se représenter dans l'espace en 3D. Je dirais à un moment, il ne faut pas confondre l'inné et l'acquis. Et on le voit, ça commence au plus jeune âge. Et ce qui est terrifiant également, c'est que nous avons reculé. C'est-à-dire qu'il y a 40 ans, certes, il y avait des jouets qui étaient connotés filles et garçons. Mais vous n'aviez pas des catalogues avec la page des filles et la page des garçons. Et aujourd'hui, vous l'avez dans certains, je ne vais pas citer les marques, mettons une licence qui est à la fois présente dans les films et dans les produits dérivés, dans les parcs de loisirs, où 100% de son catalogue est genré. 100%. Et alors, je veux bien qu'elle soit libérée, mais quand même, ça m'inquiète un tout petit peu. Il faut aussi inciter les jeunes filles à s'investir dans les matières scientifiques et informatiques. Les petites Marie Curie de demain ne demandent qu'à éclore et elles sont nombreuses. C'est pour ça qu'avec Jean-Michel Blanquer, je me bats pour faire connaître le secteur de l'industrie. Dès le collège, parce que c'est à ce moment-là que l'imaginaire se construit, la projection dans les métiers professionnels, et c'est à ce moment que les grandes machines, la beauté de certains produits, le caractère impressionnant de projets lorsqu'on construit des ponts, lorsqu'on construit un avion, lorsqu'on répond à des problèmes scientifiques dans la pharmacie, par exemple, se construisent, et que ce soit par le sens ou la beauté des machines ou la beauté du produit fini, il y a quelque chose qui se crée et un lien fort avec les enfants. C'est d'ailleurs valable pour les garçons, puisqu'on a un problème d'attractivité aussi des métiers de l'industrie pour les jeunes garçons. On veut augmenter le nombre de stages de 3e, parce que si c'est les enfants du personnel qui font le stage du 3e, ça ne va pas très loin, parce que les enfants du personnel, c'est ceux qui connaissent le mieux l'entreprise de papa-maman. Ils en entendent parler régulièrement à table, même de manière un peu latérale. Ils savent de quoi est fait le métier. Alors que les enfants du voisin, dont les parents font tout autre chose, eux, ils ont besoin de savoir ce que c'est que ces métiers-là. De même, nous essayons, au travers de la semaine de l'industrie, d'ouvrir les portes des sites industriels, et nous avons besoin des entreprises pour le faire. Et vous savez que d'une année sur l'autre, on est passé de 350 000 visiteurs à 800 000 visiteurs l'année dernière. Donc ça intéresse les professeurs, ça intéresse les élèves. Encore faut-il l'organiser et l'intensifier, et notamment montrer dans ces visites des rôles modèles qui soient féminins. Et puis, tu l'as dit Céline, il y a les heures d'orientation, 54 heures d'orientation, 4e, 3e, seconde, première. Moi, j'ai la chance d'avoir des enfants qui organisent des grandes journées d'orientation avec des anciens qui viennent expliciter tous les métiers qu'ils font. C'est obligatoire. Et au fond, ça ouvre énormément de portes, et on sort de la question de quelle est la bonne formation pour avoir le bon parcours, etc. Mais on parle du fond, c'est-à-dire du métier, de la passion, de l'évolution, des parcours. Et vous avez des parcours assez atypiques qui sont présentés comme ça, que ce soit dans les métiers d'art, que ce soit dans l'industrie, que ce soit dans les services. Et je pense que ce type de démarche, on doit effectivement les structurer, c'est encore tout neuf, mais les industriels ont leur place, les entreprises ont leur place. C'est à eux aussi d'être proactifs et de proposer des projets aux professeurs. Parce que pour les professeurs, ils ont besoin d'avoir des modèles à proposer, ils ont besoin aussi de parler de métiers qu'ils ne connaissent pas. Donc qui mieux que ceux qui les exercent pour les présenter aux jeunes gens, et des gens qui ne sont pas trop éloignés en termes de génération, parce que c'est tellement plus facile de se projeter. Et donc, beaucoup de jeunes filles. Je pense qu'il faudrait utilement avoir de jeunes garçons qui sont sages-femmes et des jeunes filles qui sont chercheuses, parce qu'à un moment, il faut brouiller les pistes et permettre à chacun de construire ce qu'il a vraiment en lui et de réaliser son potentiel, plutôt que de vouloir mettre les gens dans des filières, parce que c'est comme ça que nous, on se projette leur talent et leur réalité. Il est encore nécessaire de multiplier les partenariats entre écoles et entreprises. De grands groupes le font aujourd'hui au travers de programmes pour les filles et la science, ce genre de choses. Mais c'est un peu aussi un appel collectif à ce que plus d'entreprises rentrent dans ces programmes et considèrent que ça fait partie de leur marque employeur, de leur capacité à attirer des talents, d'être aussi proactifs sur ces sujets-là. Notre deuxième axe de travail dans le Conseil, c'est de mettre en œuvre des solutions concrètes pour faciliter l'entrée des femmes dans le secteur industriel et pour augmenter le vivier.
Nous devons renforcer la visibilité et l'attractivité de l'industrie pour les profils féminins. C'est ce qu'on a fait avec le French Fab Tour ou la Semaine de l'Industrie, je l'ai déjà dit. Encourager les entreprises à former les recruteurs au biais inconscient dans les processus de recrutement. On les retrouve d'ailleurs dans les processus de financement des startups. Je vous donne juste un cas, moi, qui m'a frappée. Lorsqu'une jeune start-upeuse arrive devant un comité d'investissement, le comité d'investissement, qui soit d'ailleurs composé d'hommes ou de femmes, va s'y montrer sociologiquement, va beaucoup poser des questions autour des risques du business. Quels sont les risques? Qu'est-ce que vous voyez comme risque? Quels sont vos concurrents? Lorsque c'est un homme, on s'aperçoit, mais c'est statistiquement assez différent, on va beaucoup accentuer les questions sur les opportunités. Ben, vous savez quoi, à la sortie, on a tendance à financer les projets qui ont le plus d'opportunités que ceux qui présentent le plus de risques. Donc vous avez un biais inconscient, collectif, que nous partageons tous et dont nous devons nous prémunir. Troisième axe, il y a ces biais, mais il y a aussi les biais de genre dans les algorithmes, puisque dès lors que les algorithmes reflètent la personnalité de ceux qui les ont écrits, et là encore, sans arrière-pensée, vous avez des biais de recrutement dans ces algorithmes, des biais de recrutement, oui, dans ces algorithmes de recrutement. Et avec Cédric O, on travaille à lutter contre ce problème, là aussi très insidieux, mais en fait assez structurant. Le troisième axe, c'est de permettre que la carrière des femmes leur assure de réaliser pleinement leur potentiel. Pour cela, il faut éliminer les écarts de rémunération. Vous savez qu'il y a encore un écart de 9,9% qu'on n'arrive pas à expliquer. C'est-à-dire même profession, même formation, même expérience professionnelle. Donc celui-là est illégal, mais on constate qu'il demeure. Il faut accompagner spécifiquement les carrières féminines en détectant les talents afin de favoriser la mixité dans les viviers d'ingénieurs et de techniciens. Assumer qu'une femme, jusqu'à preuve du contraire, peut être en situation d'avoir des enfants et que ce n'est pas si grave, et que peut-être on peut être au potentiel au-delà de 40 ans parce qu'à un moment, on a effectivement eu des enfants et que ça n'empêche pas d'être un haut potentiel ou en tout cas un talent important pour l'entreprise. Et ça paraît d'autant plus justifié à un moment où la guerre des talents au plan international se fait et où, justement, passer des années à former des jeunes filles qui sont très bonnes et ne pas aller jusqu'au bout de l'exercice est une perte d'opportunité pour un pays. Le Conseil est en train d'élaborer une charte de bonnes pratiques innovantes en termes d'égalité femmes-hommes pour aider très concrètement les entreprises à passer de la parole aux actes. On voudrait le présenter dans le courant du mois de mars, il faut s'imaginer pourquoi. Mais c'est une façon aussi d'apporter notre pierre au-delà de ce que l'on peut faire sur le plan réglementaire ou politique. Tout simplement, il y a des modes d'emploi, il y a des solutions, il y a des pratiques qui sont développées dans les entreprises. Partageons-les. Au-delà du plan d'action, il faut mettre en valeur les viviers existants, valoriser les rôles modèles. C'est pour ça que j'ai lancé en octobre dernier un grand défi industriel. L'idée, c'est de mettre en valeur 1000 femmes dans l'industrie. On a besoin de constituer un réseau d'ambassadeurs et d'ambassadrices, parce que c'est un sujet important pour les hommes et pour les femmes, mais on a besoin de mettre des visages, de mettre des histoires, de mettre du narratif derrière une carrière scientifique, une carrière réussie dans l'entreprise et en particulier dans l'industrie. Ces femmes, ce seront les rôles modèles qui serviront d'exemple pour motiver celles qui voudraient rejoindre l'industrie mais qui ont peur de se lancer, qui ont peur d'être un peu toutes seules. Rien de mieux que la preuve par l'exemple pour convaincre. Et puis, c'est une façon aussi de répondre à la question, il n'y a pas de vivier. Bah si, il y en a au moins 1000. Puis il y a toutes celles qu'on ne voit pas et qui sont juste derrière. Il y en a peut-être 2000, il y en a peut-être 3000. Et c'est ça aussi qu'on veut rendre visible pour les recruteurs. Je sais que beaucoup d'autres femmes ont pu avoir les mêmes interrogations, les mêmes difficultés, mais aussi les mêmes succès que ces femmes. Et je sais à quel point le mentoring et la visibilité de femmes qui réussissent et qui s'épanouissent, et j'insiste sur ce mot d'épanouissement, dans des métiers techniques et scientifiques est importante pour justement nourrir l'ambition des autres et se dire qu'on a toute notre place. Enfin, la féminisation des métiers se fera si la cause est portée à haut niveau. Et vous le savez, je le redis, la volonté politique est là. Non seulement l'égalité homme-femme est la grande cause du quinquennat, et beaucoup a déjà été fait, mais nous souhaitons aller au-delà. Le 3 décembre dernier, avec Bruno Le Maire, avec Marlène Schiappa, nous avons lancé une grande consultation publique dans le cadre du projet de loi Agir ensemble pour l'égalité femmes-hommes dans l'économie.
Nous souhaitons agir tout d'abord sur l'éducation, l'orientation, la formation. Et nous attendons d'ailleurs avec impatience le rapport de Chiara Corazza, qui était là tout à l'heure, missionnée par le gouvernement pour améliorer la place des femmes dans les métiers d'avenir. Donc on vise effectivement, c'est clairement le numérique. Ensuite, nous souhaitons travailler en profondeur sur la conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle. Enfin, je pense que nous avons aujourd'hui la maturité pour faire augmenter la place des femmes dans les comités exécutifs, dans les organisations représentatives du personnel et dans les fédérations. Alors, il faut peut-être prendre des décisions qui défrisent. Et je peux vous dire que les boucliers sont d'ores et déjà... Enfin, la levée de boucliers est d'ores et déjà levée parce que quand même, des quotas, vous n'y pensez pas, etc. Jamais on y arrivera. C'est exactement le même discours que l'on a eu sur les conseils d'administration il y a 9 ans. Il n'y a pas de vivier, ça va déstabiliser l'entreprise, on ne sait pas faire, c'est trop rapide. Moi, je constate que le Conseil national de la mixité dit que c'est possible. Peut-être un pourcentage de femmes dans les COMEX qui n'est pas de 50%, parce que il ne s'agit pas de faire du shabada, il s'agit juste de dire que quand on est en dessous de 30%, c'est pas sérieux. Et en mettant une date qui permet de justement avoir d'abord des montées en compétences des personnes et puis le renouvellement un peu naturel des fonctions de direction. Mais oui, c'est possible. Est-ce qu'on aura ce courage politique ? Je le pose là. Je regarde ma collègue Céline. Je compte un peu sur elle pour nous aider. Ce grand projet, il ne se fera pas sans vous parce que nous avons besoin non seulement d'avoir des mesures, je dirais, phares et qui soient symboliques dans la partie grandes entreprises, grandes directions, mais également des mesures du quotidien. Ce qui importe aujourd'hui, c'est que les femmes qui créent leur entreprise, et elles sont nombreuses, puissent joindre les deux bouts. Vous savez peut-être que 20% des femmes qui ont créé leur entreprise considèrent qu'elles vivent de leur entreprise lorsqu'elles gagnent 1 500 €. Elles ne sont que 20%. Les hommes considèrent qu'ils vivent de leur entreprise lorsqu'ils gagnent 3 000 à 4 000 € et ils sont 40%. Là encore, tout est dit. Et ce sujet du quotidien, il concerne des milliers de personnes, des centaines de milliers de femmes qui sont aujourd'hui à la tête d'entreprises, alors d'entreprises modestes, des micro-entreprises, des entreprises dans le domaine du commerce, dans le domaine de l'artisanat. Ce n'est peut-être pas la grande industrie, mais c'est elles aussi qui font vivre les territoires, c'est elles aussi qui portent, je dirais, un rôle majeur dans l'économie et qui transmettent aussi à leurs enfants le fait qu'on peut être femme, chef d'entreprise et là aussi accompagner et être épanoui. Donc nous avons besoin de trouver des mesures qui répondent à ce problème-là, qui n'est pas un problème de Parisiens et qui n'est pas un problème de grands groupes. Si ce n'est pas déjà fait, dès la fin de cette rencontre, moi je vous invite à aller sur femmes.mec.org pour donner votre avis sur les mesures qui sont précisées et pour remplir les verbatims libres, évidemment. femmes.eco.mec.org. Parce que cette consultation, elle doit être la plus large possible et on doit remonter le maximum d'idées. Chaque citoyen doit pouvoir se l'approprier et chaque citoyenne, non seulement pour les secteurs scientifiques et techniques, mais aussi pour toute l'économie. Ce n'est à vous et aux acteurs des entreprises et du monde associatif que toutes les actions dont je viens de parler pourront se concrétiser. Alors, mesdames, puisque j'en vois beaucoup dans la pièce, rendez-vous visibles et agissez dès aujourd'hui pour féminiser le monde de demain. Mesdames, messieurs, non seulement les femmes ont toute leur place, mais elles doivent avoir leur place dans les métiers d'avenir. Il est tout simplement impensable de laisser la moitié de l'humanité être les spectatrices passives des changements à venir. C'est un combat qui est important pour le secteur industriel français, pour le secteur numérique français, car il y va de notre capacité à former, innover et concevoir. C'est un combat indispensable pour construire demain une société plus inclusive, plus performante et plus riche. Je vous remercie.